Alors bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au bien-être, au renouvellement du bien-être de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir Sarah. Camille Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Yardena, je suis moi aussi super heureuse d'être là ce soir avec vous. Super. Alors Sarah, tu as une maîtrise de la Sorbonne, tu es diplômée du Mahon Poua. Tu es conseillère en éducation intime et affective et ce soir, tu vas nous aider. On a vraiment besoin de toi, tu vas nous aider à comment répondre aux questions taboues de nos enfants. Je te laisse la parole et merci infiniment d'être avec nous ce soir. Merci Yardena, merci beaucoup. Alors, cette présentation que je vais vous faire, donc, on va répondre à comment répondre aux questions taboues de nos enfants. Elle va être en deux parties. La première partie, ça va être vraiment le côté très théorique. Et puis, on va très vite enchaîner sur le côté pratique. Et c'est exprès que je vous avais envoyé un formulaire pour que vous posiez vos questions. Et en fait, le côté pratique, je vais vraiment le baser sur les questions que j'ai reçues. Exclusivement les questions que j'ai reçues. Je n'ai pas inventé des questions, c'est vraiment avec les questions que j'ai reçues. Comme ça, eh bien, vous aurez la démarche à suivre. Parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir élaborer toutes les questions taboues que nos enfants vont un jour nous poser, mais en fait, on va élaborer quel est le fonctionnement qui va nous permettre de pouvoir répondre à toutes les questions, quelles que soient les situations. OK. Donc d'abord, on va faire comme une bonne universitaire que je suis, on va définir les termes de la question. OK. Donc, qu'est-ce que c'est un tabou? Alors là, je vais vous demander dans le chat de me dire si je vous dis tabou, vous pensez à quoi? Donc là, mettez, voilà, que ce soit, pas besoin d'écrire une question, hein, c'est vraiment, si je vous dis tabou, vous pensez, c'est quoi les mots qui vous viennent à l'esprit? Alors, on a interdit, un sujet qu'on ne peut pas mentionner, sexualité. Allez-y, hein, n'ayez pas peur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui écrivent? Bon, OK. Alors, la sexualité, c'est un sujet tabou parmi tant d'autres. Et effectivement, le tabou, c'est le fait de faire silence, de ne pas parler d'un sujet. Et pourquoi on n'en parle pas? Très souvent, parce qu'on a une crainte vis-à-vis de ce sujet, on a une peur. Ça peut être aussi par pudeur. Voilà, on a Sarah qui dit l'accouchement, ça peut être aussi par pudeur. Mais quand on est face à un sujet, notamment quand c'est nos enfants qui sortent les sujets ou quand c'est les publicités dans la rue qui sont face à nous, qui sont un sujet, il faut savoir qu'il n'y a pas de hasard. Pour nous, le peuple juif, il n'y a pas de hasard. Le hasard, en hébreu, ça se dit mikré. Si on remet les lettres dans le bon ordre, on va dire, on retrouve rak, he, rak, Hachem. OK? Donc, il n'y a pas de hasard. Si les choses, elles nous arrivent, si les questions, elles nous arrivent par nos enfants, si on est face à des situations qui nous gênent, on se dit, ah mon Dieu, pourquoi je vois ça? Eh bien, en fait, c'est souvent qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'Hachem, il nous envoie ces questions aussi pour qu'on se demande où on en est. Parce que pourquoi est-ce qu'on est gêné? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à répondre? Pourquoi est-ce que finalement c'est tabou pour nous? Peut-être que, voilà, l'accouchement, pour certaines familles, c'est pas tabou. Pour d'autres, par exemple, l'argent, c'est hyper tabou. Pour certains, la mort, c'est pas tabou. Et pour d'autres, ça l'est complètement. C'est parce que nous, souvent, on a quelque chose à régler avec ce sujet-là. On n'est pas forcément tout à fait au clair avec ce sujet-là. Et donc, quand on sent qu'on a une gêne vis-à-vis d'une question qui nous vient d'un enfant, eh bien, il y a une première démarche à avoir. On va la fignoler, hein, mais ça va être de se demander où j'en suis vis-à-vis de cette question. D'accord? On revient au niveau du tabou. Alors, Wellness, on n'est pas une plateforme comme les autres, on est une plateforme quand même juive. Et dans la Torah, il faut savoir qu'il n'y a pas à proprement parler de tabou. D'accord? On parle, rien que prendre Bereshit, on parle de prostitution avec Tamar, on parle de viol avec Dina,
on parle d'inceste avec Lot et ses filles, d'accord? Tous les sujets, on parle évidemment de la mort, on parle de la jalousie entre les frères, on parle de rivalité entre des peuples, on parle de la guerre, on parle aussi d'argent. Hein. L'argent, c'est aussi un sujet qui peut être très tabou. Le fait de posséder des choses, tous ces sujets sont traités. Et avec notamment l'école du Moussard, on apprend justement à naviguer avec tous ces sujets de manière saine, d'accord? Et à s'approprier ces notions de manière à, voilà, pourquoi on a de l'argent? Est-ce que c'est pour avoir un gros compte en banque ou c'est un moyen pour arriver à des choses, etc. D'accord? Donc, c'est tous ces sujets qui sont des sujets en fait de friction, qui sont des sujets qui nous font souvent, qui vont éveiller de la crainte chez nous, eh bien, on a grâce à Dieu une Torah qui est notre guide, d'accord? Pour nous apprendre justement comment avancer avec tous ces sujets-là. Alors, donc on a dit, OK, il n'y a pas de tabou. Maintenant, il y a une manière de parler des choses. J'ai appris donc d'un de mes maîtres, le Rav Lemel, que vous connaissez sûrement, donc dans la Parashat Noach, chapitre 3, verset 7, donc la Parashat Noach, c'est donc le déluge, Noé qui doit faire rentrer les animaux, d'accord, dans l'arche, eh bien, on parle des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. C'est marqué comme ça dans la Torah, qui sont purs et qui ne sont pas purs. Or, il y a un mot dans la Torah pour dire impur, d'accord? Pourquoi est-ce que la Torah, elle a pas mis ce mot impur et elle a mis des animaux qui ne sont pas purs à la négative? Eh bien, c'est pour nous apprendre, c'est une des explications, c'est pour nous apprendre que, eh bien, parfois, tous les mots ne sont pas bons à être utilisés à tout instant. Il y a des moments où un mot doit être utilisé, s'il peut pas, c'est pour être explicite, et puis il y a d'autres fois où on peut, on va dire, adoucir les choses. Plutôt que d'utiliser, donc par exemple, si je vous dis, plutôt que d'utiliser le mot sexualité, on va pouvoir parler d'intimité pour adoucir la notion, même s'il faut bien comprendre, mais il faut bien savoir soi-même que intimité, ça ne veut pas dire sexualité. Par exemple, je peux avoir de l'intimité avec ma maman, je n'ai pas de sexualité avec ma maman. D'accord? Donc, ça, c'est important de savoir adoucir les choses en sachant utiliser des mots plutôt que d'autres, mais ça ne veut pas dire on ne définit pas avec ses enfants les termes de manière précise. D'accord? Par contre, il y a un autre exemple, c'est parler de sein ou de poitrine, c'est différent. Sein, ça va être plutôt sexuel, la poitrine, ça va être ça adoucit le terme. OK? Donc ça, c'était un peu pour poser les bases. Maintenant, on va revenir à notre question. Quand un enfant vient nous poser ces questions, on a souvent, en tant que parent, une réaction de se demander déjà pourquoi mon enfant se pose cette question, est-ce qu'elle est normale ou pas normale? Il va falloir se poser la question, que souvent on ne se pose pas, mais qu'est-ce que ça éveille en moi? Et puis, bien, la raison pour laquelle on est là ce soir, comment réagir, comment répondre, et aussi à quel moment, eh bien, il va falloir peut-être estimer qu'on doit se faire accompagner pour répondre à certaines questions. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nos enfants, ils sont... alors, c'est totalement normal pour un enfant de se poser des questions. Un enfant qui ne se pose pas de questions, c'est presque un problème, d'accord, comme on va pouvoir le voir. Mais il faut savoir que nos enfants dans la société, ils sont assaillis de plein d'informations. Et donc, forcément, ils ont énormément de questions. Et nous, les parents, on n'a pas forcément toutes les réponses. Que ce soit comment une fusée, elle arrive dans l'espace, comment fonctionne l'électricité, à comment on fait les bébés. Alors non, on a la réponse de comment on fait les bébés, mais on veut savoir lui amener la réponse. De la même manière, on ne va pas expliquer à un enfant comment fonctionne l'électricité comme on explique à un étudiant en études d'ingénieur d'électricité. D'accord? Il y a des manières de parler, il y a des manières d'aborder les choses, et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour schématiser, j'ai repris les 4, on ne savait pas si longtemps que c'était Pessah. Enfin, si, ça commence à faire longtemps, mais
ou je pense que vous vous rappelez des quatre enfants, d'accord? Les 4 types d'enfants avec les 4 types de questions. OK? On, on révise, hein, il y avait l'intello, le chacham, le tam, le simplet, on va dire, le provocateur, le rachat. Vous voyez que je les traduis un peu différemment que ce qu'on a l'habitude de les traduire. Et celui qui ne s'est pas posé de questions, là, par contre, il n'y a pas d'autre traduction. OK? Alors, dans ces quatre schémas d'enfants, ils posent des questions, sauf celui qui n'en pose pas, pose des questions d'une manière singulière, d'accord? Et on va schématiser que nos enfants sont dans l'une des 4 catégories, même si en fait, un enfant, on pourrait dire que en fait, tout au long de sa vie, il va traverser ces 4 catégories. OK? Donc, on a le chacham, celui qui est intelligent, et le tam, le simplet, hein, d'accord? Je les ai regroupés ensemble parce qu'en fait, tous les deux, dans leurs questions, quand ils posent des questions, ça sous-entend qu'il y a une petite connaissance, d'accord? Si un enfant, il vient, je vais reprendre souvent cet exemple, il vient et il vous dit comment le bébé il sort du ventre, bon, bah, ça implique déjà qu'il sait qu'il y a un bébé qui est dans le ventre et qu'il sait qu'il va sortir. Ça peut paraître bête, mais en fait, il a ces informations. Et il a des informations, d'accord? Donc, ce qui est important quand on a une question qui nous vient, c'est toujours de réutiliser les mots de les, les mots qui sont dans la question, d'accord? Ou les corriger. Par exemple, c'est s'il vous dit comment le bébé il sort du nombril? Bah non, d'accord? Ou comment il sort de l'estomac, d'accord? C'est assez rare, mais voilà, j'essaie de trouver des exemples qui vont avec mon exemple. Euh, on va corriger, d'accord, pour rectifier et être dans le vrai, ok? Et toujours, quand on va commencer à donner des éléments de réponse, on va donner des réponses courtes. OK? On commence, c'est en goutte à goutte. Je donne une micro-réponse et je vois comment se sent mon enfant. Déjà, comment il se sent au niveau de ça y est, j'ai répondu à sa question. Est-ce qu'il va dire ah OK, d'accord, merci, au revoir. Et ça lui a suffi. Mais aussi ses réactions corporelles. Ça veut dire est-ce que la réponse, elle l'a effrayé? Est-ce que en fait, ça cogite dans sa tête? D'accord? On va avoir de l'attention vis-à-vis de la réaction corporelle de mon enfant. Et aussi, la différence entre, on va dire, l'intello, le chacham et le tam, le simplet, comme je dis, c'est qu'en fait, le chacham, souvent, il est très intellectuel. D'accord? Si on se rappelle dans la Haggadah, il demande c'est quoi les halachot, voilà, c'est OK. Et donc, il lui manque un côté émotionnel au chacham. D'accord? Donc, par exemple, s'il vous dit comment ça sort les bébés, donc il veut savoir, lui, c'est le côté scientifique qu'il veut savoir. Alors, on va lui expliquer le côté scientifique, mais on va aussi rajouter peut-être ce qui manquait dans l'intérêt de sa question, on va rajouter le côté émotionnel. Le fait que, ah, il y a un bébé qui arrive, c'est un être humain, et il y a un lien qui se crée entre la maman et le bébé. Ce n'est pas juste un acte chirurgical ou donc que ce soit cette question ou si c'est une autre question sur pourquoi il y avait des questions qui arrivaient sur la puberté, pourquoi j'ai des poils qui arrivent. Alors oui, on peut expliquer les hormones, etc. Mais il y a aussi autre chose qui se passe. On est en train de grandir, on est en train d'acquérir aussi au niveau, du cerveau, il y a des choses qui se développent, il y a des nouveaux centres d'intérêt qui arrivent. D'accord? Donc ça, c'est au niveau, si on trouve que notre enfant, il est très axé sur, on va dire, le côté rationnel, on va vouloir lui incorporer de l'émotionnel. Et si au contraire, on a un enfant très, très émotif, d'accord? Et qu'en fait, lui, derrière la même question, quand un bébé, il sort, eh bien, il a peur qu'on ouvre le ventre de la maman, il a peur que maman, elle ait mal, et même s'il n'a pas forcément entendu parler, peut-être il a entendu parler par les copains. On va justement un peu élaborer tout ça, de savoir d'où viennent les questions de nos enfants. Mais l'enfant qui est très dans l'émotion, lui, on va le rationner émotionnellement en lui mettant du rationnel, justement, en lui expliquant, par exemple, que le corps, il est fait pour ça, il est conçu pour ça. Hachem, il a fait que le corps des mamans, ils arrivent à accoucher parce que voilà, il y a tout un mécanisme qui existe, et puis que grâce à Dieu, avec la médecine, on arrive de plus en plus à aider même des situations qui pourraient être compliquées, etc. Et puis derrière la question,
c'est une question qui a été posée et donc j'y reviendrai de manière beaucoup plus profonde, mais ça peut être: «Comment ça s'est passé mon accouchement?» J'ai envie que tu me parles de moi, en fait, derrière cette question. L'enfant, il peut avoir. Et nous, donc surtout cette question qui nous concerne, nous les mamans, surtout, on ne va pas commencer à raconter notre accouchement traumatique et faire notre thérapie. Donc c'est très important quand on est émotionnellement ou touché par les questions de nos enfants, très important de d'avoir d'être d'être disponible pour répondre à cette question. Je vais y revenir après sur l'état d'esprit sur lequel il faut être, mais je voudrais terminer sur les 4 enfants. Donc on a fait déjà 2 enfants, OK? Ensuite, on a le rachat. Un rachat, ça va être ce qu'il a appelé le provocateur. Alors généralement, c'est l'adolescent et comme aujourd'hui, on se concentre sur les enfants de 3 à 10 ans, je ne vais pas rentrer en profondeur avec lui, mais en fait, derrière la question du rachat, il y a de la provocation volontaire, d'accord, qui cache un besoin, OK? Un besoin, d'amour, un besoin, de reconnaissance, un besoin il y a un besoin qui est derrière cette provocation et donc l'idée, c'est de ne pas rentrer en conflit, d'accord? Face à la question, mais de justement trouver le besoin de son enfant et souvent, il va falloir, chercher des méthodes. J'entre pas trop dans le détail parce que c'est vraiment l'adolescence, mais souvent, en fait, ça va pas être, des méthodes, où on va pouvoir donner une réponse verbale, et cetera. Peut-être ça va être dans le fait d'étudier avec lui, d'aller rechercher les réponses avec lui, de peut-être écouter des chansons qui parlent d'un sujet, d'accord? Pour l'adolescent, vraiment, il faut l'impliquer dans la recherche de réponses, OK? Et surtout que les adolescents ou l'enfant même un peu plus jeune qui est dans la provocation, il il y a souvent un des besoins, ça va être une recherche accrue de vérité. Il veut il veut la vérité, il veut pas, il y a les dissonances et les ambivalences, ça le perturbe. Donc c'est pour ça, il est dans la provocation. Pourquoi aussi nous, on le ressent dans la provocation? Parce qu'il a trouvé la faille souvent aussi. D'accord? Mais je vais pas trop rentrer dans celui-là parce que ça concerne vraiment beaucoup plus les adolescents. OK. Par contre, un qui arrive à tout âge, c'est celui qui ne s'est pas posé de questions. D'accord? Et là, il faut se poser, nous, la question, d'où vient cette absence de parole? Est-ce que ça vient parce qu'il ne sent pas qu'il a le droit de poser la question? Parce que bah, à la maison, en fait, il n'y a pas de place. On est Baruch Hashem, une grande famille, et en fait, il y a tous les grands qui prennent de la place. Ou en fait, justement, parce qu'il apprend tellement des grands que vous, bah, il ne vient même plus vous poser des questions. D'accord? Et, et donc, pour cet enfant-là, il va falloir aller un peu checker où il en est sur les sujets. Je vais donner un peu des grandes lignes, on va dire, qui correspondent à des changements d'école, hein, quand on arrive en maternelle, quand on arrive en primaire et avant l'entrée au collège, d'accord, où il y a des sujets qu'il faut avoir évoqués avec les enfants, hein. Mais ça veut dire qu'on va, avec ces enfants-là qui ne parlent pas trop, qui ne posent pas trop de questions, qui ne dérangent pas, qui sont tout sages, tout mignons, les enfants modèles, comme on les appelle, hein, eh bien, on va susciter les opportunités avec eux. Quand on va être face à une publicité, quand on va être face à une situation, eh bien, c'est nous qui allons amener la question en lui demandant ce qu'il en pense. D'accord? Et si on se rend compte que, par exemple, en fait, il ne prend pas la parole parce que bah, la parole elle est prise par les grands ou parce que, en fait, pendant longtemps, on n'a pas autorisé certaines questions à la maison, on va aussi lui rappeler qu'on est disponible pour lui. On va aller vraiment insister sur ça. Insister. Alors, insister, ça veut dire le dire de manière claire, mais ça ne veut pas dire lui dire tous les jours en continu. D'accord? Parce que là, ça peut complètement fermer un enfant. Alors, maintenant, à la question, est-ce qu'il y a des questions normales? Est-ce qu'il y a des questions anormales? Comme on a dit, il n'y a pas de tabou. Maintenant, il y a des questions qui sont considérées comme anormales. Alors, qu'est-ce que c'est une question normale d'abord? Toutes les questions d'exploration vis-à-vis du corps humain, que ce soit mon corps à moi parce que je suis une fille ou le corps d'un garçon, c'est des questions normales. Comment ça fonctionne, d'accord? Sa curiosité vis-à-vis du monde visible, d'accord? Comment le bébé y rentre, comment le bébé y sort,
comment les œufs de la poule ils fonctionnent, comment l'électricité, d'accord? Tout ça, c'est son monde visible. Ça, c'est des questions normales, OK? Maintenant, les questions anormales, ça va être une curiosité vis-à-vis d'un monde invisible. Ça veut dire quoi un monde invisible? Ça veut dire un monde où normalement l'enfant n'est pas censé avoir accès, d'accord? L'enfant n'est pas, avant 10 ans, n'est pas censé avoir un vocabulaire sexuel très développé, c'est-à-dire des positions ou des pratiques sexuelles. Ça ne doit pas être dans son vocabulaire. Si ça l'est, ça veut dire qu'il a été exposé à des contenus qui sont inappropriés pour son âge et interdits, hein, d'accord? C'est interdit avant 18 ans d'avoir accès à la pornographie. Au-delà du côté religieux, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il a été un enfant de moins de 10 ans, ça veut dire qu'il y a un moment où les adultes, on a failli quelque part, hein, puisque c'est nous, notre responsabilité en tant que soit parents, soit à l'école ou en tant qu'encadrant, même dans les mouvements de jeunesse, de faire en sorte que les enfants enfreignent pas la loi. De la même manière qu'on ne laisserait pas son enfant voler, de la même manière, il n'a pas à avoir accès à ce genre de contenu. D'accord? Mais ça, c'est un vrai sujet qui peut être une conférence en soi. Mais qu'on comprenne bien que si on a des questions sur des pratiques sexuelles, ça, c'est pas des questions normales. D'accord? Pour un enfant de moins de 10 ans, même moins de 10 ans, on va dire vraiment moins de 10 ans. Et maintenant, qu'est-ce qui est anormal? C'est des questions qui reviennent sans arrêt alors qu'on y a déjà répondu. D'accord? Si on a expliqué et que toutes les semaines, on a maman, comment on fait les bébés, maman, comment on fait les bébés, c'est pas normal. D'accord? C'est qu'il y a une sorte d'alarme que l'enfant il est en train de mettre en place et de dire il y a quelque chose dans ce que tu m'as expliqué qui me pose question et là il faut essayer vraiment de comprendre pourquoi, voire si besoin consulter. D'accord? Surtout quand ça question à la sexualité. Alors là, je parle de questions normales et anormales et pas de comportement. J'y reviendrai à la fin, la notion de comportement, parce que finalement, en fait, c'est venu dans vos questions. Alors, maintenant, on va parler de vraiment la disposition. Moi, dans quelle disposition je suis quand je réponds à la question de mon enfant? Pour pouvoir répondre à une question gênante, donc qui me gêne moi, d'accord? Et pas qui gêne l'enfant, parce que s'il la pose déjà, c'est qu'il n'est pas trop gêné, ok? Qui me gêne moi. Il faut comprendre que spécifiquement pour ce genre de questions, d'accord, c'est pas la même chose de répondre à 3 fois 6 et à comment le bébé va sortir de ton ventre, d'accord? Si par exemple je suis enceinte. Il faut comprendre que j'ai besoin d'être dans de bonnes dispositions. Je ne peux pas répondre 5 minutes avant Shabbat, je ne peux pas répondre alors qu'il y a 5 enfants autour de moi, je ne peux pas répondre si même, il n'y a pas forcément, on n'est pas là dans une situation concrète qui me rend indisponible, mais voilà, j'ai perdu ma maman il y a 2 semaines, là, je ne suis pas disposée. Je suis en, en burn-out, je suis en postpartum, on a une vie, d'accord? Et on n'est pas toujours disposé à l'instant T à répondre à notre enfant. Donc, mais ce genre de questions ont besoin qu'on soit donc disponible, à l'écoute. À l'écoute, ça veut dire aussi bien avec nos yeux que nos oreilles, d'accord? À l'écoute, on a dit de leurs réactions corporelles et des questions qui peuvent survenir après. Parce que une question peut en cacher une autre. Ou une question en cache déjà une autre. D'accord? Et en fait, nous, le but, ça ne va pas être forcément de répondre à la question, mais ça va être de savoir d'où vient la question. Et avec bienveillance. On ne juge pas son enfant vis-à-vis d'une question qu'il nous pose, d'accord? On va vraiment accueillir sa question avec bienveillance et aussi y répondre avec bienveillance. Et c'est ça que je vais vous montrer dans les exemples. OK? Ensuite, il y a 3 règles. On ne ment pas. On ne ment pas, ça ne veut pas dire qu'on dit tout. D'accord? On
on ne dit pas que les filles naissent dans les choux et les garçons dans les roses et les garçons dans les choux, que c'est la cigogne qui fait venir les enfants. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'expliciter tout le processus de comment un bébé arrive au monde. D'accord? Donc, ne pas mentir, mais pas forcément tout dire. Aussi, et ça c'est un sujet qui est très important, on n'invente pas. Souvent, on peut être face à des situations où on a envie d'apporter une réponse à notre enfant et c'est pas un mensonge, mais on ne sait plus trop parce que c'est des cours d'SVT et on ne sait pas tout. On va bricoler avec ce dont on se rappelle. D'accord? Et ça, c'est problématique parce que notre enfant il peut s'en rendre compte que ce n'est pas vraiment comme ça, que ce n'est pas la vraie réponse, surtout si c'est quelque chose de biologique. Hein, et il peut y avoir une perte de confiance avec vous. Donc, parfois, et même souvent, il va falloir vous documenter. Et là, ce qu'on fait beaucoup avec Yardena, toutes ces conférences que tu mets en place, Yardena, ça permet justement d'accumuler des savoirs et on ne peut pas tout savoir. C'est tout à fait normal et c'est extrêmement important d'apprendre à nos enfants que oui, on ne sait pas et on va se renseigner. OK? Si on est gêné, il vaut mieux avouer sa gêne, d'accord, verbalement, ça apaise les choses, que d'essayer de cacher son embarras. Et puis, et c'est là où, parfois, justement, quand on essaie de cacher son embarras, malgré nous, on se met à raconter ce qui nous passe par la tête. Et aussi, très important, prendre ses sources dans la Torah, ça ne veut pas dire utiliser la Torah pour faire peur ou pour arriver à nos fins, si je peux me permettre. D'accord? Et si je dis ça, c'est qu'on a peur pour nos enfants et parfois on veut les protéger de certaines situations. Et on va sortir l'argument Torah, cachère, pas cachère, parce qu'on sait que voilà, il n'y a rien à redire. Ok? C'est très important, pareil, d'aller vérifier vos sources. Ok? Quand on va sortir un pérec, quand on va sortir un commentaire, d'aller vérifier. Parce que, encore une fois, les enfants, ils grandissent. Les enfants, ils ont de plus en plus accès à la connaissance. S'ils se rendent compte qu'on les trompe avec la Torah, s'ils se rendent compte qu'on l'a utilisée à mauvais escient, ça va leur donner une mauvaise image de nous et de la Torah. Donc ça, c'est vraiment très, très important. D'accord? Donc, en résumé, on n'est pas obligé, et de répondre à la seconde. Par contre, donc quand un enfant il vient nous poser une question, en fait, on va être... Attendez, je cherche mon récapitulatif. On va être face à deux situations, d'accord? Mais quoi qu'il en soit on est dans une bonne disposition, soit on n'est pas dans une bonne disposition. Mais quoi qu'il en soit, la première chose qu'on va faire, c'est respirer. On respire, OK? On avait cette question qu'on redoutait, OK? Elle est arrivée. On prend une respiration, d'accord? On s'oxygène, très important. Et ensuite, on remercie l'enfant de cette question. On lui dit « Ah, merci beaucoup de me poser cette question. Elle est très importante, cette question, et tu fais bien de me la poser. » Déjà, ça nous laisse un petit peu de temps pour cogiter, mais surtout, on sait qu'on a mis l'enfant en confiance, qu'on est là pour répondre à ces questions, qu'il a bien fait de nous la poser à nous, et que peu importe là ce que vous allez dire après, eh bien, il peut toujours continuer à venir vous poser des questions. Donc, on a fait ça, on a respiré, on a remercié l'enfant pour sa question, on l'a félicité. Et ensuite, on arrive. On est dans une mauvaise disposition. Ça va être beaucoup de fois. OK? Mauvaise disposition, on va lui dire, écoute, là, c'est pas le moment. C'est une question trop importante. OK? Je peux pas te répondre tout de suite maintenant. C'est trop important. Je voudrais qu'on prenne le temps, tous les deux, pour s'asseoir et en parler. D'accord? Et là, on va donner une deadline pour deux choses, parce qu'on ne laisse pas l'enfant dans le flou, et pour nous aussi, pour nous donner une deadline et pour s'engager. Parce que j'ai déjà eu des mamans qui disent « Oui, je lui ai dit, ça, ce sera pour plus tard. » C'était un garçon qui avait eu un paquet de serviettes hygiéniques.
Oui, je t'expliquerai plus tard. Et je lui dis, alors tu lui as expliqué? Elle me dit, ah non, j'attends qu'il revienne me poser la question. Ah bah non, il ne reviendra pas vous poser la question. D'accord? L'enfant, il vous a posé la question, maintenant c'est vous qui avez la patate chaude, il attend que vous lui apportiez la réponse. Donc on va mettre une deadline. Parfois, ça va être, je t'expliquerai Shabbat quand justement on aura le temps. Parfois, ça va être, écoute, dans les semaines à venir, on n'est pas obligé de donner une date et une heure précise. Il y en a, c'est, écoute, il y avait des questions sur les divorces. Écoute, pourquoi papa et maman, ils ont divorcé? Écoute, je t'expliquerai quand tu auras 7 ans, quand tu auras 10 ans. D'accord? Il y a des choses où on peut donner des deadlines. C'est-à-dire que je peux te donner un petit peu, mais toute l'explication, ce sera plus tard. OK? Mais c'est à nous, l'adulte, de rassurer l'enfant qu'il va avoir une réponse à ses questions. Parce que sinon, il va chercher ses réponses ailleurs. Et c'est très important de lui dire, écoute, ne t'inquiète pas, je vais y répondre. Et si jamais, par exemple, tu en entends parler par d'autres enfants, tu viens me voir, moi. Si jamais ça arrive, avant qu'on ait eu le temps de s'asseoir pour y répondre, tu viens me voir, moi. OK? Maintenant, je suis dans une bonne disposition. OK? Donc, on a respiré, on a félicité, je suis dans une bonne disposition. Que ce soit tout de suite ou que ce soit ah, tu te rappelles, tu m'avais posé cette question il y a une semaine, maintenant on va y répondre. On va solliciter l'enfant d'abord pour lui demander 2 choses. C'est une super question. Comment elle t'est venue? C'est venu comme pourquoi? Alors, il y a je suis enceinte, comment le bébé il sort? Bon, ça, on va dire c'est assez évident. Oui, je voulais savoir, mais peut-être en fait c'est parce qu'il lui veut s'interroger sur sa naissance à lui. D'accord? Donc, comment il s'est posé cette question? OK? Ou c'est quelque chose qu'il a vu? C'est quelque chose qu'il a entendu? Et ensuite, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense que la réponse est à cette question? D'accord? Ça va vous permettre de voir dans quelles circonstances cette question, elle s'est élaborée pour lui ou pour elle, et les éléments de réponse que l'enfant a déjà, et surtout les mots qu'il utilise. D'accord? Parce que parfois, on va vouloir réutiliser ces mots, ou parfois, comme j'ai dit, on va vouloir les corriger. OK? Je vais être plus explicite quand on arrivera dans les exemples. Mais voilà un peu le déroulé de l'atmosphère, on va dire, de l'atmosphère dans laquelle on veut être. Là, je vais passer à la deuxième partie sur vraiment en prenant des questions en exemple. Est-ce qu'avant ça, vous avez des questions sur la théorie, on va dire? Ou Yardena, si tu veux être représentative. Est-ce que toi, tu as une question? Je trouve que c'est parfait comment tu présentes les choses et je trouve que ça rejoint beaucoup de méthodes comme la méthode Feuerstein, mettre en confiance l'enfant. Je trouve que c'est très riche comment tu présentes et j'adhère totalement. Magnifique, Sarah. Continue. Merci, Yardena. OK. Alors, on va continuer. J'ai regroupé un peu les questions, mais c'est vraiment les questions que j'ai reçues au mot près. D'accord? Alors, on a cette première question qui est comment annoncer des mauvaises nouvelles à un enfant de 4 ans? Alors, en fait, on apprend, je me suis dit, comment je vais répondre à cette question? Et en fait, je me suis rappelée, mais il y a une personne qui nous apprend comment on annonce les mauvaises nouvelles. C'est Brouria. Brouria, d'accord? C'est ce qu'on l'appelle souvent la femme, c'est la femme qui est étudiée, qui est donnée, j'ai un trou de mémoire du nom de son mari. Mais en tout cas, justement, elle va annoncer dans une... Hillel, merci Yael. Donc, Rabbi Hillel. Et justement, il y a un soir où, un jour plutôt, ça se passe pendant Shabbat, ses 2 fils meurent. C'est une sacrée mauvaise nouvelle. Et en fait, elle va cacher à son mari la mort des 2 fils. Et c'est qu'après la Havdalah qu'elle va lui faire une allégorie. Elle va lui dire, tu vois, Hachem, si quelqu'un, il va lui faire une allégorie, si quelqu'un il vient te déposer des diamants, d'accord, et il dit tu les gardes, et c'est Rabbi Meir, je vous avoue, je ne me rappelle plus. Alors, celui qui me dit Hillel, je le crois, celui qui me dit Meir, je le crois. Mais oui, il me semble que c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir.
Alors, donc du coup, Rabbi Meir, donc il lui fait cette allégorie. Bourriel lui dit, alors si quelqu'un vient te confier 2 diamants et qu'après il revient les prendre, tu lui donnes ou tu lui donnes pas? Ah, bien sûr, je lui donne, c'est à lui. Et elle lui dit, bah, écoute, tu vois, Hachem il a donné, Hachem il a repris. Et elle lui montre le corps de ses 2 fils morts. Et là, on apprend plusieurs choses. On apprend que, eh bien, de la même manière que c'est pas parce qu'on a une mauvaise nouvelle à annoncer qu'on l'annonce le plus rapidement possible, d'accord? Il y a, avec un enfant, c'est pas en rentrant de l'école qu'on annonce la mauvaise nouvelle. On attend qu'il ait pu se décharger de sa journée d'école, qu'il ait pris son goûter, ou si c'est le soir, qu'il ait pris son dîner, qu'il ait le ventre plein, d'accord? Et pas aussi juste avant de dormir, ok? On fait attention qu'on n'est pas en train de se décharger, nous, l'adulte, d'une mauvaise nouvelle en attendant de l'enfant qui nous soutienne, d'accord? Si on a un besoin d'un soutien émotionnel, c'est extrêmement important de le chercher auprès d'un autre adulte. Okay? Les enfants n'ont pas à nous soutenir émotionnellement, donc il faut être soi-même pas en attente d'un soutien émotionnel quand on annonce une mauvaise nouvelle, d'accord? Mais justement être disposé à pouvoir soutenir émotionnellement notre enfant et pouvoir accueillir toutes ses émotions, d'accord? Donc, on fait attention au moment où on l'annonce. Donc, Il faut... Vas-y, les écouteurs. Là. Ah, bon. Donc, d'avoir un enfant qui a les ventres pleins et pas juste avant de dormir, et qu'on ait une vraie possibilité de temps pour justement élaborer avec lui et dire, voilà, on est là s'il y a des questions, on est là pour répondre à ces questions. Et après, selon les mauvaises nouvelles, hein, il y a des très bons livres sur les sujets, par exemple, apprendre un décès, annoncer un divorce, ou par exemple, s'il y avait un bébé dans le ventre et puis il n'y a plus de bébé dans le ventre, d'accord? Alors, je n'ai pas toutes les situations en tête hein, de mauvaises nouvelles, mais vous avez beaucoup les Lily et Max, les Max et Lily et Max, je ne sais plus, qui sont assez bien faits. D'accord. Après, selon les sujets, il y a des livres plus spécifiques. Et ça, vous pourrez me contacter en privé si vous avez des situations plus spécifiques pour que je vous oriente vers des livres. Mais en tout cas, voilà, avec un enfant de 4 ans, donc, aussi, on va faire attention au langage qu'on utilise. D'accord. On ne va pas, pour annoncer un décès, d'accord, on va dire que bah oui, on va plus pouvoir voir la personne. On va plus, mais par exemple, s'il y a une personne, qu'est-ce que c'est? Si par exemple, une personne, la façon dont elle est morte, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. D'accord? OK? Voilà, on n'est pas là pour rentrer dans les détails, juste on va exposer la situation par rapport à la nouvelle réalité que va vivre l'enfant. OK? On se concentre sur l'enfant. Qu'est-ce que ça change pour lui dans son monde à lui? OK? Oui, il va y avoir 2 maisons, la maison de papa, la maison de maman. OK, voilà, ça va être sa nouvelle réalité. D'accord? Pas besoin de rentrer dans les dépenses et d'accord, et les procès, etc. Ça rejoint, enfin, il y avait une deuxième question donc, qui concernait spécifiquement le divorce. Quel impact la séparation des parents a-t-elle sur un enfant de 2 ans? Alors, cette question, c'est une conférence en soi. La conférence du divorce, si tu veux, Yardena, on en refait une. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qu'il faut préserver chez l'enfant pour que le divorce ait un impact le plus neutre possible, même s'il n'y a rien qui est neutre. Même avoir un autre enfant qui arrive dans la maison, ça peut avoir un impact. Ça a un impact sur l'enfant, d'accord? Il était l'enfant unique, il devient le premier de 2, d'accord? Avoir un grand frère qui se marie, quand on est un petit dernier, ça a un impact, ok? D'accord? Mais l'idée, c'est que les choses, elles soient vécues de manière apaisée. D'accord? Donc, ça rejoint la première question.
qu'est-ce que ça... On explique à l'enfant l'impact que ça a sur sa vie, okay, qu'est-ce qui va se passer, okay, et on rassure l'enfant sur le fait que lui, il n'y est pour rien. Et si par contre, on a divorcé justement parce que c'est pour protéger l'enfant, eh bien ça aussi, on doit l'expliquer si par exemple, il y a des façons de voir l'un des deux parents qui va changer parce qu'il y a une question de protection, on va l'expliquer. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que c'est vraiment une conférence en soi, le divorce, mais vraiment s'axer sur à expliquer à l'enfant qu'est-ce qui va changer pour lui et être disponible pour ces questions. Et toutes les questions qui relèvent des adultes, à savoir les disputes, les questions financières, les questions judiciaires, on ne va pas rentrer dans le détail avec l'enfant sur ces points-là, mais on va lui expliquer, par exemple, oui, papa et maman, ils ont décidé de se séparer. D'accord ? On va pas cacher que oui, papa et maman, c'est plus comme avant. Mais il y a des choses qui ne changent pas pour lui. D'accord ? Le principal pour un enfant, c'est qu'il y ait des socles. D'accord ? C'est qu'il y a des choses sur lesquelles il peut s'appuyer. Il y a des choses qui ne changent pas. Son papa, c'est toujours son papa. Sa maman, c'est toujours sa maman. Et il y a des choses... et par contre, oui, papa et maman, ils ne vivent plus ensemble. Mais vous voyez quel impact la séparation des parents a sur un enfant de 2 ans. On peut se poser la même question pour, je dis plein de choses, mais par exemple, un déménagement. D'accord ? Il y a des choses, par exemple, où on va dire pour un déménagement, eh bien, il faut qu'il y ait des choses qui restent solides. Oui, on a les mêmes jouets. D'accord ? Donc, mais vraiment, le divorce, c'est un sujet vraiment très particulier. Mais et surtout, dans cette question, moi, ce que j'entends, c'est, et la chose sur laquelle il faut vraiment faire attention, c'est de ne pas charger l'enfant de l'histoire des parents. D'accord ? Il fait partie de cette histoire, puisqu'il fait partie de la famille, mais il n'a pas à rentrer dans vraiment l'intimité des parents. Ensuite, j'ai eu la question, donc on sort des questions, on va dire, tristesse, divorce, on va avoir des questions liées au corps. Alors, j'ai eu la question, comment enseigner à des enfants en bas âge, 3-8 ans, la connaissance de leur corps de manière naturelle et pure? Alors, je vais changer pur en kadosh, si vous êtes d'accord. Kadosh de manière sainte. OK? Alors déjà, première chose, on ne fait pas comme la chanson tête, épaules et genoux, pieds. D'accord? Il y a d'autres choses entre les épaules et les genoux. Et on rentre dans le détail. Et ça, comment on fait de manière à ce que ça se passe de manière naturelle et pure? Eh bien, quand on va nommer les parties du corps avec un enfant, donc on le fait dès l'âge de 6 mois, hein, on commence à lui faire le nez, d'accord? Eh bien, on va aussi nommer toutes les parties du corps quand, par exemple, il prend le bain. Et voilà, je te lave les épaules, là, je te lave le coude, là, je te lave la main, là, je te lave le cou, là, je te lave la poitrine. Et progressivement, on va même rentrer dans les détails, on va parler des garçons comme des filles qui a les tétons sur la poitrine, et on va le laisser s'explorer. Pour qu'il fasse vraiment connaissance avec son corps, il faut déjà qu'on ait un langage positif. Donc, déjà, on nomme toutes les parties du corps quand on le lave. Et comme c'est quelque chose qui est un petit peu difficile, surtout quand on va rentrer dans les zones des parties intimes, on s'entraîne quand ils sont tout petits et qu'ils, entre guillemets, ils ne réagissent pas. Ils réagissent toujours, hein, d'accord? Mais quand on change la couche et quand on les lave petits, même quand on ouvre la couche, dire là, je vais changer ton intimité, ok? Rentrer progressivement à dire oui, c'est ton corps. Et quand il met la main dans sa couche, dit oui, c'est ton corps, mais hop, je fais attention que, écoute, là, il y a du caca, je ne peux pas te laisser toucher parce que c'est sale, mais c'est ton corps, tu peux toucher. On n'interdit jamais l'enfant de s'explorer tant que c'est en sécurité. En sécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excréments et que les ongles sont pas trop longs, d'accord, qu'il ne va pas se griffer, se faire du mal, okay, parce que c'est des zones fragiles, hein, les parties intimes. C'est tout à fait normal pour un enfant dans le bain, quand on lui change la couche, d'aller s'explorer et même vraiment de manipuler ses parties intimes. Et
Et là, on va lui, plutôt que de dire, par exemple, c'est sale, dire maintenant c'est sale, d'accord? Oui, parce qu'il y a du pipi, il y a du caca, ok? Mais je vais nettoyer et c'est à toi. Donc, dès le plus jeune âge, on peut avoir ce langage avec nos enfants. Et puis, après, une fois voilà, il est propre, on peut lui dire, on commence dès qu'ils sont tout petits, pour justement s'entraîner à que ça devienne naturel pour nous aussi, parce que c'est pour nous aussi que c'est difficile, à dire, tu sais, ça, c'est un endroit kadosh. Et de la même manière que, qu'est-ce qui est kadosh? Par exemple, la Torah, c'est kadosh. La Torah, elle a un parochet, elle est couverte, d'accord? Avec soit, selon les communautés, c'est la robe en velours ou c'est le coffre en bois. Et puis elle-même, elle est derrière un rideau, d'accord? Et puis on ne la sort pas tout le temps. Il y a les jours où on sort la Torah, il y a les jours où on ne sort pas la Torah. C'est pareil pour les parties intimes, d'accord? Les parties intimes, c'est des endroits qu'on préserve, c'est pour ça qu'on a des sous-vêtements, on double. Hein, il y a le slip et puis il y a le pantalon ou la jupe, d'accord? On a toujours une double protection au niveau des parties intimes. Et on s'en occupe à des moments précis. Quand on va aux toilettes, quand on prend la douche, d'accord? Il y a des moments, voilà, mais c'est quelque chose qui reste privé. OK? Donc toutes ces petites choses, on peut très tôt leur en parler. Alors maintenant, on va parler de ces mots qu'on a du mal à prononcer. C'est tout à fait normal, on ne s'en veut pas, d'accord? C'est tout à fait normal de se dire, mais quoi, mais je vais dire à mon enfant comment ça s'appelle, cet endroit-là. C'est c'est euh, c'est pas, enfin, pourquoi il a besoin de savoir ça? Il faut savoir que c'est prouvé, un enfant qui connaît l'existence et les noms des organes génitaux est un enfant capable de poser des limites. D'accord? Alors, quand on va, la première fois, par exemple, quand on va le laver et qu'il va de lui-même, voilà, vous allez lui poser des questions, comment ça s'appelle, et là, vous allez lui dire, et comment ça s'appelle aussi les parties intimes. Là, il va te dire, je sais pas, je sais. Je vais dire, alors il faut que je te dise. Je vais te dire le nom qu'il faut savoir. Alors, j'ai vu la question, Hassan. Je vais te dire le nom qu'on utilise chez le docteur. D'accord? Chez le docteur, voilà, si tu es une fille, eh bien, cet endroit du corps, ça s'appelle la vulve. D'accord? Maintenant, nous, à la maison, si par exemple, ça te fait mal ou ça te gratte, eh bien, nous, on va utiliser ce mot-là. Et alors, chaque famille, vous avez vos mots, la zézette, le zizi, le titi, alors, il y a des familles où on dit, pour les garçons, par exemple, on dit la brite, on peut il y a toutes sortes de noms, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pu entendre, mais il y a toutes sortes de noms et chaque famille, et il n'y a aucun problème à avoir un nom de substitut, d'accord? Mais il faut qu'à un moment, l'enfant ait entendu le terme. Et que si, par exemple, eh bien, il vient vous voir, donc par exemple, si on est en train il va apprendre à se laver, ou il a besoin de se nettoyer. Alors, on peut utiliser, oui, tu as bien nettoyé ta zézette, tu t'es bien lavé la zézette, OK. Par contre, si par exemple, par exemple, ça te gratte, ça te gratte à la zézette, alors là, on va vouloir utiliser le terme scientifique parce qu'on va être dans un contexte médical. D'accord? Ah, tu as mal à la vulve, d'accord? Et toujours quand on emploie ces mots et qu'on parle des parties intimes, là, on apprend à notre enfant que c'est quelque chose qui se fait en privé, d'accord? Avec une personne de confiance, on ne parle pas avec n'importe qui de ces sujets-là, d'accord? Ça, on va en rentrer en détail sur le côté préventif parce que j'ai une question sur ce sujet-là. Mais donc, voilà, à ta question, Hassan, non, on ne bannit pas les petits noms, mais il faut qu'une fois, il l'a entendu. OK? Et pour le garçon, eh bien, on dit oui, ça s'appelle le pénis et les testicules. Mais chez nous, on appelle ça la brite, on appelle ça le zizi. D'accord? Si on a besoin d'en parler. Et si on a besoin d'en parler, bah, tu viens le chuchoter à maman ou à papa et on en parle voilà, en privé. Ce n'est pas quelque chose dont on parle à table. Est-ce que sur cette question, je peux passer? Il y avait d'autres questions. Je regarde dans le chat. Non, c'est bon.
Donc juste pour voilà, naturel et on va rentrer aussi le fait que Hachem, il nous a créé comme ça, que chaque partie du corps, c'est Hachem qui l'a conçu, qui l'a designé, qui l'a mis en place. Et donc, il n'y a pas des parties du corps qui sont il y a même justement les parties intimes, de la même manière que la Torah, eh ben, elle est dans l'endroit le plus kadosh de la synagogue, et elle est couverte 2 fois. Eh bien, les parties intimes, c'est les endroits les plus kadosh du corps. D'accord? Et c'est pour ça qu'on les garde et qu'on les préserve. OK? Alors, après, il y avait une question, comment expliquer à son enfant l'intimité privée en simplicité? Alors, je crois comprendre que derrière intimité privée, il y a la notion de sexualité. D'accord? En simplicité. Alors, cette question, je la distingue d'une question qui va venir juste après, qui est de comment on fait les bébés. D'accord? C'est 2 questions différentes. Déjà, derrière cette question, c'est quoi l'objectif? D'expliquer à son enfant l'intimité privée. À mon sens, on a envie que nos enfants, ils soient fiers de leurs valeurs juives et qu'ils soient épanouis dans leur intimité, entendez sexualité, d'accord, dans leur couple. OK? Donc, on va leur donner les clés pour que il n'y ait pas, comme malheureusement je peux en rencontrer, et je pense que vous en entendez aussi parler, une honte vis-à-vis de la sexualité à cause de tabous liés à la vie juive qu'on a pu recevoir. OK? Il faut savoir que, donc comme j'ai dit, c'est Hachem qui nous a donné un corps merveilleux. OK? Et avec ce corps, on peut voir, on peut sentir, on peut faire des choses. OK? Et on ressent des choses. OK? On a des émotions. Et aussi, ce corps, il a, d'accord, de la même manière qu'on peut avoir du plaisir à voir des choses, du plaisir à entendre des choses, à sentir, à manger. La parabole, elle est le mieux avec la nourriture, d'accord? On a des vrais plaisirs gustatifs. Eh bien, il y a aussi un plaisir qui se passe par le contact physique, d'accord? Et c'est ça, la notion d'intimité privée, d'accord? Alors, on a, quand on fait un câlin, une maman avec son enfant, c'est une forme d'intimité, OK? Qui est, on va dire, qui est pas de la sexualité, évidemment, c'est vraiment bien distingué, mais c'est un début d'intimité avec un plaisir, je ne veux pas employer le mot charnel, mais un plaisir qui vient du contact, d'accord? Et donc, on va apprendre aussi à nos enfants à savoir quand est-ce qu'ils ont du plaisir ou quand est-ce qu'ils n'en ont pas, quand il y a un contact. Et ça, c'est vraiment un apprentissage à avoir dès tout petit, OK? Et les autoriser quand ils nous disent non, c'est bon, je ne veux plus. C'est déjà comme ça qu'on apprend, qu'on explique à nos enfants les prémices de l'intimité. Maintenant, si on va plus dans le détail, OK? On n'est pas obligé d'être dans des dessins ou dans des représentations visuelles. OK. Il faut savoir qu'on peut parler de sexualité souvent, on est, voilà, normalement tout le monde est majeur et vacciné ici. Quand on parle de sexualité, l'image, c'est pas forcément l'image, en tout cas l'idée qui vient, c'est un acte pénétrant. OK. Or, la sexualité ne se résume pas à ça. Et on ne veut pas résumer ça. On ne veut pas résumer à ça, l'intimité du couple. OK? Donc, on va poser des bases très claires pour nos enfants et on va laisser aussi, alors, il y a 2 balanciers à avoir en compte. On veut les laisser se construire eux-mêmes leurs images, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a la société qui nous apporte beaucoup trop d'images. OK? Donc, selon l'âge, OK? Mais il y a les mots-clés qu'il faut avoir. Si on va parler donc d'intimité privée, entendez sexualité. C'est quelque chose de totalement privé. Ça veut dire que on veut que si notre enfant, pourquoi on veut lui dire ça? On veut que si notre enfant a été exposé
à des choses qui sont censées être privées, ils viennent nous le dire parce que le cerveau de l'enfant n'est pas du tout, mais pas du tout prêt à absorber ce genre d'informations. Nous, dans un film, on voit des gens qui s'embrassent et qui se déshabillent très vite. On ne comprend pas que l'enfant, à côté, il ne comprend pas que des gens qui vont très vite, il a l'impression qu'ils se bagarrent. D'accord? Il n'y a pas de notion de plaisir pour lui dans ça. OK? Donc, les représentations d'un enfant de la sexualité ne sont pas du tout les nôtres. OK? Donc, on veut les mots-clés qui doivent s'attacher quand on explique la sexualité. C'est que c'est quelque chose de privé, que c'est quelque chose de sain, S-A-I-N. Ça fait partie d'être en bonne santé. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de sain, S-A-I-N-T. C'est quelque chose de kadosh. Et c'est quelque chose de bon. Ça veut dire que c'est quelque chose qui engendre du plaisir. Et c'est extrêmement important et on peut même rajouter, et qui se fait dans le consentement. Les gens sont d'accord. Quand on se fait un câlin, on est d'accord pour se faire un câlin. Moi, maman, avec mon enfant. OK? Et bien de la même manière, dans la sexualité, il faut que les deux personnes soient d'accord. Et pour revenir sur ces saints S-A-I-N-T, il faut comprendre que dans le judaïsme, on considère la sexualité comme tellement important, unique et spécial, qu'on lui a donné un cadre tout aussi important, unique et spécial, qui est le mariage. D'accord? Je vous rappelle, le mariage, c'est ni plus ni moins que des kiddushin, d'accord? De la même manière qu'on fait un kiddush avant d'entrer dans le Shabbat, parce que c'est kadosh, avant d'entrer dans le mariage, on récite les kiddushin parce que c'est kadosh. OK? Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à inculquer à nos fils, à nos filles, que c'est quelque chose qui a un cadre, d'accord, la sexualité, mais un cadre pas pour interdire, mais pour élever. OK? Et ça, on n'a pas besoin d'entrer dans les considérations de Taharat Hamishpacha, de Nida, d'accord? Avec des mots très simples. OK? On fait un kiddush avant, comme on fait un kiddush avant Shabbat. OK? Et la notion de consentement est extrêmement importante, que c'est quelque chose qui est plaisant, d'accord? Que quand c'est pas dans le plaisir, c'est plus de la sexualité, ça s'appelle de la violence. Et les violences sexuelles, c'est l'adjectif, c'est pas le nom, d'accord? C'est d'abord de la violence. Mais on rentre pas dans les détails, on rentre pas dans ça, à moins que le sujet s'y prête, mais sinon, et ça, comment quand je vois cette question, attends, j'en profite pour vous demander comment réagir quand une petite fille de 5 ans se masturbe et se demande pourquoi elle le fait. Ok, on va en parler. On va en parler. Mais vous voyez que ça rentre dedans. Je vais en parler maintenant parce que ça rentre dedans. D'accord? Alors, à 5-6 ans, le fait de s'explorer, d'accord, c'est quelque chose qui est normal. OK? Et elle a remarqué que ça lui procure un plaisir, que ça lui procure quelque chose et que ça lui fait du bien. Et donc là, on va lui dire qu'effectivement, voilà, elle a découvert son corps, elle a découvert que son corps fonctionne et c'est Hachem qui a fait que notre corps fonctionne comme ça. Il y a des zones, quand on les touche, ça fait plaisir. C'est quelque chose de privé qu'elle doit garder pour elle, qui doit se faire dans des endroits privés. Ça ne se fait pas en public. Et que, donc ça ne se fait pas en public, ça se fait avec la porte fermée, d'accord? Ça peut être dans la salle de bain quand elle prend sa douche, ça peut être dans son lit, d'accord? Maintenant, ce qui est important, c'est que la masturbation, ça peut aussi venir du fait que des enfants sont exposés trop jeunes à des contenus sexuels. Soit des contenus par écran, soit parce que il y avait une porte qui n'était pas bien fermée dans la maison ou autre. Ou oui, c'est les écrans ou soit par écran, soit en visu direct. D'accord? Donc, c'est important de vérifier que ce n'est pas compulsif. D'accord? Que la masturbation n'est pas compulsive. Une masturbation, quand je prends ma douche, je me lave et puis hop, quand je me suis lavée, j'ai vu que voilà, ça m'a fait du bien, voilà, je continue. C'est considéré comme normal.
Avant de s'endormir, il y a certains enfants qui en ont besoin. Si, par contre, dès que je suis stressée, un bébé de 18 mois qui se frotte à son doudou aussi, ça peut être normal. Après, encore une fois, si c'est compulsif, si vous voyez votre enfant il a tout le temps besoin de se frotter, alors là, il faut aller consulter. Parce que c'est quelque chose de pas normal. D'accord? Si un enfant il est tout le temps, il a besoin de se caresser, c'est qu'il y a une tension. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait la stimulation à ces endroits-là? C'est que ça fait relâcher les tensions. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a une tension quelque part. Elle peut être due parce qu'il y a quelque chose d'anxiogène à la maison ou parce que, comme je vous l'ai dit, il a été exposé à des contenus sexuels. Peut-être c'est hors sujet, mais comment expliquer à un enfant de 3-5 ans qu'il ne faut pas s'éloigner dans un parc, qu'il y a des gens malveillants? Ça va venir dans les questions suivantes. Donc, pour rester sur le sujet de la masturbation, c'est normal qu'un enfant se découvre. Il faut lui expliquer les règles, c'est privé. Et ça se fait, porte fermée. On ne peut pas dire à un enfant: «Ton corps, c'est ton corps t'appartient» et lui interdire de connaître son corps. C'est contre-productif. OK. Maintenant, si on en vient à ce que, compulsif, ça veut dire qu'on a donné les règles et il le fait en public et dès qu'il y a un moment de stress, il met la main dans sa culotte, dans son slip. Alors là, on va chercher souvent, c'est avec l'aide d'un professionnel qu'il va falloir chercher, à part si vous savez que je ne sais pas, qu'un jour, oui, il a été dans votre chambre et qu'il n'y avait pas la porte fermée, ça peut ramener à cet événement-là. Ou alors, vérifier, est-ce qu'il y a des téléphones qui traînent dans la maison, la télé, est-ce qu'elle est sécurisée, Internet est sécurisé, à l'école, est-ce qu'il n'y a pas eu des histoires de téléphone dans les toilettes ou... Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut vérifier parce qu'effectivement, la masturbation compulsive, c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent dû à une exposition à des contenus pornographiques. Alors, on continue dans les questions, mais si je veux quand même statuer que expliquer l'intimité, ça doit se faire on veut montrer que c'est normal d'avoir une sexualité. Ça va arriver plus tard, d'accord? Donc, encore une fois, je ne sais pas à quel âge, si vous voulez, je vais reprendre la question à l'envers. Si un enfant, il demande comment on fait les bébés, ce n'est pas la peine d'expliquer tout ce qu'est la sexualité. OK? Si un enfant, par exemple, il a un... par exemple, comme la petite fille qui se posait des questions, pourquoi ça me fait du bien de mettre la main dans la culotte? Oui, là, on touche à la sexualité. De beaucoup plus près que faire les bébés, même si, évidemment, ça rentre dans faire les bébés. Cette notion de parler d'intimité en termes de sexualité, ça va quand même être pour des enfants plus grands au niveau collège. On va, sans attendre qu'il y ait la question, insuffler cette réponse à l'enfant. D'accord? Mais sinon, on ne va pas venir parler de ce sujet-là pour le plaisir d'en parler. Alors, comment expliquer aux enfants, alors il y avait spécifiquement aux garçons, la différence fille-garçon? Alors, c'est un peu pour tout le monde pareil. D'accord? On revient à la base. Hachem, il a créé l'homme, Adam, qui était mâle et femelle, et puis il a vu que c'était pas bon qu'ils soient les deux en même temps, il les a séparés. Et ils ont eu une différence anatomique. D'accord? Et cette différence anatomique, elle se situe au niveau des parties privées. OK? Les parties intimes. Et ça se fait déjà dans le ventre. OK? Déjà dans le ventre, on peut savoir si un bébé, c'est une fille ou un garçon. Et ça se situe à cet endroit-là. Et c'est un endroit privé. OK? Maintenant, encore une fois, c'est quoi qui était derrière la question? OK? De cet enfant. Je ne peux pas répondre à la question qu'il y a derrière. Mais il faut, après avoir donné cette réponse, on va dire, très, on va dire, scientifique, terre à terre, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que tu as d'autres questions? OK? Mais vraiment, aller sur le côté simple. Voilà. Il y a un endroit qui distingue les filles des garçons et c'est l'endroit privé, l'endroit intime. OK? Et qui va aussi faire que, en fait,
on va être différent encore plus quand on va grandir. Alors que les bébés, il n'y a que ça qui les différencie, hein. Un garçon et une fille, on ne peut pas savoir sinon. Et bien après, quand on va grandir, on va être beaucoup plus différent. Alors, comment expliquer par où sort le bébé lors de l'accouchement? Ok. Donc, ce n'est pas comment on fait les bébés. Ok. Et ça n'implique pas de répondre à la question comment on fait les bébés. Moi, pour ça, je vous encourage à avoir un livre avec vous. Alors, je n'ai pas de livre à conseiller comme ça. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans les bibliothèques municipales, de regarder plusieurs livres et de prendre celui qui vous convient le mieux. D'accord? Pour chaque famille, pour chaque maman, il y a des dessins, des mots qui vont marcher mieux. OK? Donc, c'est extrêmement important, surtout que ça nous touche à nous, les mamans qui passons par le fait que nous, on a accouché chacun de nos bébés, d'être à l'aise avec ce qu'on va montrer à nos enfants. Mais je pense que juste expliquer avec des mots, ce n'est pas suffisant parce que bien souvent, on va dire, le bébé, il est dans le ventre. Et en fait, il y a un trou qui est fait exprès pour que le bébé y sorte. Et en fait, ça reste très, très abstrait. D'accord? Et même un petit enfant de 3-4 ans, et encore plus un petit enfant de 3-4 ans, une planche anatomique lui expliquer comment fonctionne le corps. D'accord? Oui, là, il y a les intestins dans le ventre. Et puis, en plus, il y a une poche qui est spéciale. OK? Il y a une poche qui est spéciale où grandit le bébé. Et cette poche, à un moment, quand le bébé est prêt, et quand Hachem il a décidé que, voilà, c'est Hachem et le bébé qui décident quand est-ce que c'est le moment de sortir, il y a les contractions qui se mettent en place pour que le bébé y sorte. Et le corps de la femme, il est fait pour ça. D'accord? Il est équipé pour ça et on se prépare. Nous, les mamans, on se prépare. OK? Maintenant, on le sait, nous, un accouchement, ça peut aussi se faire par césarienne. Un accouchement, ça peut aussi mal se passer. L'idée, c'est pas de recouvrir, de faire de votre enfant un gynécologue obstétricien, d'accord? Mais d'aller répondre à sa question. Encore une fois, on l'avait vu au tout début, est-ce qu'il est en train de me demander comment s'est passé mon accouchement à moi? D'accord? Parce qu'il a envie de connaître son histoire. OK? Et ça se fait, il se trouve que moi, ma maman, on est une grande famille, grâce à Dieu, elle nous a des fois, les Shabbats, ça arrivait qu'elle nous expliquait comment s'est passé l'accouchement de chacun. D'accord? Alors, elle ne rentrait pas dans les détails, mais elle redisait. Là, j'étais à un mariage, et puis là, j'étais à la maison, et puis c'était un Shabbat, et puis là, c'était tel jour, etc. Il y a aussi, les enfants ont envie de connaître l'histoire de leur naissance. D'accord? Maintenant, expliquer une césarienne à un enfant, il n'y a pas de problème si c'est comme ça qu'il est né. OK? Maintenant, encore une fois, il y a une façon d'en parler. C'est un médecin qui est spécialisé pour ça, qui a fait une ouverture pile ce qu'il faut pour faire sortir le bébé. Et tu sais, ça remonte, même à l'Antiquité, ils savaient faire ça. D'accord? Et puis, il y a des enfants qui par exemple, sont nés, il y a eu des jumeaux, etc. Et si parfois il y a eu des complications, eh bien, il ne faut pas les cacher aux enfants. D'accord? Mais il faut toujours être, je vous rappelle, est-ce que moi, je suis disponible pour raconter cette histoire? Donc, parfois, ça va être, oui, je vais t'expliquer la théorie. Puis peut-être un jour, je vais te raconter, toi, ta naissance. Si, par exemple, la naissance a été un peu traumatisante pour moi et que je ne suis pas prête à la raconter pour l'instant. Mais il y aura un jour où, oui, c'est important de raconter à chaque enfant sa naissance. Ça, c'était pour la question par où sort le bébé lors de l'accouchement. D'accord? Mais c'est très important d'expliquer que le corps est fait pour ça. OK? Et que même quand, on n'y arrive pas, parce qu'il peut y avoir des complications, il y a une équipe qui est là et que on peut soutenir. Si par hasard, vous êtes dans une situation où oui, il y a eu un accouchement où le bébé n'est plus en vie aujourd'hui, d'accord? Et que c'est trop douloureux de pouvoir raconter ça à votre enfant parce que en fait, ça réveille trop de choses. Il faut aussi, et ça c'est vrai pour tout, mais là j'y pense pour celui-là, il faut savoir aussi passer la main, d'accord? Parfois, on va demander à que ce soit la grand-mère qui raconte, une tante,
qui explique, d'accord? Ou parfois même se faire accompagner en rendez-vous voilà, à deux, maman, enfant, avec un psychologue, avec une éducatrice, d'accord? Chacune, on a nos histoires et on ne peut pas tout savoir. Comme j'ai dit depuis le début, il y a plein de choses qu'on peut apprendre et on ne peut pas être, et ce n'est pas un échec de ne pas savoir, de ne pas pouvoir plutôt, de ne pas pouvoir répondre à une question seule avec son enfant. Il y a parfois des sujets qui vont nous demander peut-être d'être avec le papa ou peut-être d'être avec un professionnel. OK? À la question à 100 000 $, comment expliquer aux enfants comment on fait les bébés? D'accord? Alors, on va reprendre. Le principe de reproduction, pour vous, c'est un principe que Hachem il a mis dans le monde pour toute la création. Pour les fleurs, les oiseaux, les poissons, les lapins, pour tout. D'accord? C'est Hachem qui a choisi, pour chaque chose, il y a un derer. D'accord? Les fleurs, elles ne se reproduisent pas comme les poissons ils ne se reproduisent pas comme les poules ils ne se reproduisent pas comme les lapins, et nous, on ne se reproduit pas non plus comme les lapins. OK? Chaque création a son derer. Et le derer, et le derer pour les êtres humains, c'est, et on peut expliquer de manière anatomique, il y a une graine de papa qui va se mettre dans la poche spéciale qui s'appelle l'utérus, qui contient une graine de maman. Et cette graine de papa et cette graine de maman ensemble, si Hachem le veut, eh ben, ça va donner un bébé. D'accord? Mais il y a Hachem dans l'équation, ok? Attendez, là, il n'y a plus trop de lumière, vous me voyez bien? Je sais plus, je commence à faire nuit, ouais. On voit bien, ok, super. Ça va donner, et donc ça c'est comme ça que ça donne un bébé. Ça, c'est vraiment le principe de base au niveau, on va dire, 0. Après, il va y avoir l'enfant. Il dit, oui, mais comment la graine de papa, elle rentre dans le ventre de la maman? Alors, il dit, bah oui, c'est le papa qui la met. Et il y en a, ça va suffire. Et puis il y en a, oui, mais comment il la met? Et alors là, vraiment de manière très simple. Et donc, là, il va falloir avoir un détachement de ce que nous, on vit dans notre chambre à coucher avec notre époux. D'accord? Et expliquer de manière anatomique, oui, en fait, les parties, Hachem, il a fait que les parties intimes de la femme et la partie intime de l'époux, eh bien, ils vont se rencontrer et c'est comme ça que la graine, elle va arriver dans le corps de la maman. Et ça s'explique en one-to-one, pas avec tous les enfants autour, pour qu'on vérifie la réaction de notre enfant, ok? On lui demande s'il a d'autres questions, si c'est bon pour lui, d'accord? On ne le lâche pas dans la nature avec cette information. C'est très important, ok? Mais on n'en arrive pas là du premier coup, ok? On est passé par d'abord, c'est la graine, d'accord? Et vraiment, si on sent qu'il a un besoin, on va dire, scientifique de comprendre comment cette graine de papa, elle arrive chez la maman, alors là, on va aller dans le détail, mais à ce rationnel, on va aussi rajouter de l'émotionnel, d'accord? Ça se fait dans le plaisir, dans le désir, dans le consentement, d'accord? C'est très important de rajouter ça. Quand on va parler, c'est le papa qui met la graine de maman, d'accord? Pas besoin de rentrer dans ce détail, ok? Mais quand on va expliquer vraiment le fonctionnement, ok, des parties intimes, alors là, on va rajouter le désir, le plaisir et le consentement. Maintenant, il y a des bébés qui ne sont pas faits comme ça, en PMA, et ça peut être le cas de vos enfants. Alors là, vous pouvez dire, voilà, il y a cette façon de faire, et il y a une autre façon de faire aussi. Et peut-être c'est comme ça qu'il a été fait, votre enfance, dire, et puis après, ça a été mis dans le corps de maman. Que fait-on si à 10 ans, l'enfant n'a toujours pas posé cette question? Alors, on va y revenir un peu aux étapes, mais à 10 ans, je pense que c'est important de susciter la question. D'accord? Donc, s'il y a une personne enceinte à la maison, tu tires comment à la maison? Dans la famille, je voulais dire. De susciter la question. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez tout lui expliquer, mais au moins
en fait, souvent, en lui chantant la question, en disant comment tu sais comment on fait les bébés, peut-être elle va vous dire oui. Oui, bah oui, je sais, on l'a appris à l'école. Oui, je sais, ma copine, elle m'a dit. D'accord? Et là, c'est pas grave, ok? Mais dire ah ok, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et vraiment avec intérêt, hein, pas qu'est-ce qu'elle t'a dit? Genre en la grondant, vraiment dire ah oui, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ça m'intéresse de savoir ce qu'elle a dit. Et là, peut-être il va falloir corriger certaines choses, valider certaines choses, d'accord? Et rassurant, tu sais, si tu as des questions sur ça, moi je suis là. Et même je préfère que ça passe par moi parce que vous êtes encore petit. Et c'est important que, tu vois, ce soit des adultes qui contrôlent ce qui se disent parce que vous, les enfants, c'est normal, vous ne pouvez pas tout savoir. D'accord? Mais ça, c'est très important que quand on se rend compte que nos enfants savent, de ne pas les gronder. OK? Et de leur redire qu'on est là pour répondre à leurs questions. Et aussi de dire, donc je reviens à la question de comment on explique comment on fait les bébés, que c'est pas parce que c'est pas automatique. D'accord? C'est pas parce que on fait A plus B que ça se passe. OK? Qu'il y a vraiment quelque chose de divin dans la création d'un être humain. OK? Et que voilà, il y a au-dessus de nous, il y a Hachem qui contrôle aussi tout ça. Donc ça, c'était un peu sur les questions d'ordre, procréation, intimité. Là, on va passer aux questions d'ordre de puberté. Donc, il y a la question très large. Comment parler de puberté avec un enfant de 10 ans? Alors, soit, encore une fois, il va avoir des questions et dire « Ah, maman, tu sais quoi, là, ça me fait mal. » Il grandit, l'enfant. Ah, je rentre plus dans mes baskets. Ah, j'ai mal à la poitrine pour les filles. Ah, j'ai des poils qui poussent pour les filles, pour les garçons. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va venir de lui. OK? Mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est pas trop tard, mais c'est mieux de l'avoir préparé en amont à ces changements. Pour moi, à partir déjà de 7-8 ans, à partir du moment où on change de saison, où on change les baskets, etc., on va insuffler tout petit, vraiment en micro-gouttes, que, eh oui, il grandit. Il n'y a pas seulement la taille qui grandit. Que progressivement, le corps va grandir pour devenir ce qu'on appelle un homme, une femme. D'accord? Juste, déjà, on indique ces informations. OK? Et puis, à 9 ans, on va dire, oui, tu sais, tu grandis, tu te rappelles, je t'ai dit, tu grandis, tu vas devenir une femme. Et tu sais comment on devient une femme? Qu'est-ce qui change entre le corps d'une petite fille et le corps d'une jeune fille? D'accord? On va poser, nous, les questions et voir est-ce que déjà, il y a des idées qui se forment dans la tête de notre enfant. OK? Donc déjà, là, je vais d'abord faire la fille, après je vais faire le garçon. Donc, à 9-10 ans, on l'a questionné sur tout ça, et on dirait, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, il y a la poitrine qui pousse, oui. Et on ne va pas forcément rajouter des choses, d'accord? Juste faire l'état des lieux de ce qu'elle sait. Et à 10 ans, par contre, on va lui parler, effectivement, de tout ce qui va arriver. La poitrine qui grandit, les poils qui arrivent, et que tout ça, c'est normal, d'accord? On va vouloir normaliser ce qui arrive. Et qu'il y a aussi quelque chose qui s'appelle le cycle menstruel. Alors ça, vraiment, ça, c'est une conférence en soi, de comment expliquer le cycle menstruel. Mais on va mettre des mots. Et ça aussi, vous pouvez vous faire accompagner avec des livres. Encore une fois, je peux vous conseiller plein de livres. Le meilleur pour vous, c'est le livre qui vous convient. Donc, allez en bibliothèque. Si Dieu veut, il faut que je mette à jour ma bibliographie. Il y a de très bons livres, mais encore une fois, ils ne sont pas tous adaptés à chaque famille. D'accord? Parce qu'il y a les images qui peuvent ne pas vous correspondre. Il y a peut-être un texte qui ne vous correspond pas. Il y a des gens qui vont aimer qu'il y ait les filles et les garçons dans le même livre. Il y a des gens qui vont vouloir qu'il y ait que les filles ou que les garçons dans un livre. D'accord? Donc, c'est à vous aussi de tester. Oui, le bonheur de devenir soi. Merci. Le bonheur de devenir soi, en plus, je l'avais marqué dans mes notes. Le bonheur de devenir soi, c'est le livre pour les jeunes filles juives, mais il peut parfois
on veut peut-être parfois pouvoir montrer, notamment je parle pour le cycle menstruel, euh, des schémas et qu'on ne va pas forcément toujours retrouver dans le livre, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas tous les schémas et on peut vouloir montrer des schémas. Alors encore une fois, ça peut ne pas forcément être un livre en entier, hein, on peut faire une photocopie et juste montrer une page, mais il faut comprendre que nos enfants, aujourd'hui, ils ont, ils ont, ils ont besoin, tout fonctionne avec des visuels. Nous aussi, hein, Instagram, Snapchat, ok. C'est ça le monde qui les entoure, c'est le visuel, ok. Donc, et si nous on leur apporte pas le visuel, ils vont aller le chercher. Donc je préfère que ce soit moi qui tienne le livre, que ce soit moi qui suis allée faire la photocopie, plutôt qu'il est tapé dans Google, parce que même si on met les filtres, même si on fait tout ce qu'on veut, s'ils veulent arriver à trouver des informations, ils savent très bien le faire. OK? Donc, on a... Et puis, parler juste d'organes internes, bah, c'est très compliqué pour une jeune fille. Même aujourd'hui, moi, j'accompagne aussi des jeunes, des mamans, quoi. Et quand je montre des schémas, etc., elles disent ah, là, j'avais jamais osé regarder, j'avais jamais osé comprendre, etc. Oui, si j'avais pas accouché, je pense que j'aurais jamais compris comment mon corps il était fait. En fait, c'est l'accouchement qui m'a obligée par les cours de préparation à l'accouchement à me rendre compte comment mon corps est fait. C'est un peu dommage. Et donc, du coup, justement, moi, ma chita, ma méthode, c'est vraiment d'être en harmonie avec son corps. Et on ne peut pas être en harmonie avec son corps si on a l'impression qu'on a, surtout nous les filles, qu'on n'a que des trous et des enveloppes et des choses qu'on ne sait pas trop où c'est et comment ça se passe. On a besoin de savoir comment on est fait. D'accord? Et donc ça, comment on parlait de puberté avec un enfant, c'est toujours un peu en amont que ça arrive. OK? La puberté des filles, c'est entre 8 et 16 ans. D'accord? Avec une arrivée des règles entre 10 et 16 ans. Et pour les garçons, donc c'est plus tard, c'est entre 11, 12 et par contre 17. Voilà, et 17 ans. Alors, pour les garçons, on va aussi procéder de la même manière avec, tu sais, tu grandis, etc. Et ton corps, il grandit. Et là, par contre, on va demander aussi au papa de s'impliquer. Ça ne veut pas être la maman. Donc, la maman, elle peut parler de ton corps, il va grandir, mais ce n'est pas la maman qui va vous dire « Et tu sais comment on devient un garçon, un homme ?» D'accord? Ça doit être le papa. OK? Alors après, comme les papas ne sont pas là, je vais quand même parler à vous les mamans. On va demander donc comment on sait qu'on est devenu un homme. Et puis, il va falloir parler aussi donc, de ce qu'on appelle les pertes nocturnes, les pertes séminales et les érections. D'accord? Même si on veut privilégier que ça se fasse par le papa. OK. Donc, il y avait une question, et donc ça me permet d'enchaîner sur cette question. Il y avait une question, c'est quand un garçon ado demande pourquoi son zizi pointe, d'accord? Pourquoi il est en érection. Donc déjà, toujours, hein, on recommence quand vous avez un enfant qui vient vous poser la question, bah, tu fais bien de me poser la question, tu as bien fait de me poser la question, et c'est une excellente question, OK? Sache déjà que c'est normal. Pas malade, on va pas aller chez le docteur, OK? C'est une réaction normale de ton corps. Et sachez qu'il n'y a pas que chez les ados, il y a des petits bébés, d'accord, garçons, qui ont des érections. Le matin, il faut savoir que c'est un réflexe, OK? Et en fait, ce réflexe de l'érection, il arrive quand la personne, elle est détendue, elle est reposée, etc. Et si vous voulez, je fais une petite parenthèse, c'est pour ça que quand il y a des hommes qui ont des problèmes d'érection, c'est qu'ils ne sont pas détendus et qu'ils ne sont pas reposés. D'accord? Je ferme la parenthèse. Donc, déjà, on normalise. On normalise, ce qui t'arrive, c'est normal. D'accord? Il n'y a rien de grave. Et oui, effectivement, tu es en train de grandir. Et ça, c'est un fonctionnement du corps. OK?
Maintenant, il faut savoir que, eh bien, et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, devrait être étudié entre père et fils. Voilà, c'est vrai que, eh bien, on va, c'est un endroit privé, d'accord, de ton corps. Et c'est vrai que ça peut être gênant, surtout si c'est visible à l'extérieur. D'accord? Donc, si ça arrive, ok, c'est donc déjà, c'est pas grave, d'accord, c'est normal. Mais le but, c'est de voilà, de pas être en classe en érection, de pas, de se détendre pour que ça revienne, on va dire, à la normale. Mais aussi, il va falloir évoquer avec lui bah, toute la partie du plaisir masculin par la masturbation et que ça, par contre, il y a un interdit Minatora, mais que c'est quelque chose euh, que tous les garçons passent par là, d'accord? Et que ça se travaille, d'accord? Mais ça, c'est une autre question que le zizi qui pointe de manière naturelle, d'accord? Et de manière sans qu'il y ait eu aucune stimulation, ok? Il y a le fait que ça arrive de manière impromptue et naturelle, et il y a le fait que ça arrive de manière avec une stimulation, ok? Et ça s'étudie avec vraiment les textes. On peut pas, on laisse pas nos enfants avec la Torah elle dit, la Torah elle dit. Non, ça s'étudie vraiment, ok. Et leur faire comprendre que, eh bien, nous les parents, on est là pour l'accompagner dans ce chemin de la puberté, ok. Quand les filles, elles ont aucun interdit vis-à-vis de la masturbation, les garçons, oui. Et donc, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Nous, les parents, logiquement, les pères, mais les mamans aussi, quand le papa n'est pas forcément disposé ou disponible, on est là et lui dire, écoute, voilà, tu as besoin de te dépenser, on va te trouver des activités, on va et trouver des activités qu'il aime. Si votre enfant il est sportif, c'est le sport. Si votre enfant il est artistique, c'est la musique, le dessin, d'accord? Mais quelque chose qui le passionne, ok? D'accord? Parce qu'effectivement, la masturbation, ça vient quand un peu, on s'ennuie, on a de l'énergie à dépenser et on va vouloir en fait diriger son énergie vers autre chose, ok? Mais encore une fois, c'est qui le tzaddik, d'accord? C'est celui qui tombe cette fois et se relève, ok? C'est pas celui qui tombe jamais, ok? Qui est appelé tzaddik dans la Torah, c'est Yosef. Yosef a tzaddik, on dit oui parce qu'il a pas succombé à Madame Potiphar. Mais les Midrashim disent oui, mais il est resté dans la maison. Et il l'a regardé, d'accord? Il est tombé, il y a plein de choses où il est tombé. S'il est arrivé devant elle et qu'elle a pu enlever son pagne, il y a eu des étapes qui ont été franchies, mais il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé la dernière fois. Ok, c'est des midrash. Ok, c'est pas écrit comme ça dans la Torah. Mais donc le tzaddik, c'est pas celui ça n'existe pas. Un homme qui ne s'est jamais masturbé. Ok, on va être très très franche sur ce sujet-là. Mais ça se travaille, ça s'éduque. Ok. Alors ensuite, on avait comment expliquer à nos enfants. Donc ça, c'est une question qui est venue aussi dans le chat. Comment expliquer à nos enfants qu'ils ne peuvent pas avoir confiance en tout le monde, qu'ils ne doivent pas s'écarter au parc, etc. Et donc ça, c'est une première question. Et une deuxième question, comment parler des attouchements et protéger nos enfants? Qui sont deux questions différentes, même si elles sont liées. OK. Alors, comment expliquer à nos enfants qu'ils ne peuvent pas avoir confiance en tout le monde? Alors, moi, je vous conseille des très, très bonnes, je vais mettre même dans le chat, sur le site du Rav Lemel, Lève ta voix, il y a 3 petites vidéos excellentes justement sur comment tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Pas tout le monde il est gentil justement, la première vidéo. Il y en a une autre sur les bons et les mauvais secrets, d'accord? Et une troisième, j'ai un trou de mémoire. Mais en gros, c'est les trois notions clés de la prévention. OK, alors, vous n'avez aucun problème à expliquer à vos enfants qu'il faut tenir la main pour traverser. D'accord? C'est quelque chose qui coule de source. Pourtant, je vous assure, il y a eu des campagnes de prévention pour
inculquer aux parents qu'il faut tenir la main des enfants pour donc toute la notion de sécurité routière, qui est pour nous aujourd'hui limpide et ne nous pose pas de questions. Eh bien, en fait, aujourd'hui, ce qui est naturel pour nous, ça a fait l'objet de réelles campagnes à ce sujet. OK ? Et aujourd'hui, on est dans une société où on fait, notamment dans la communauté juive avec le Rav Lemel, mais toutes les communautés, il y a un martelage de comment on parle aux enfants sur la prévention des abus. Alors déjà, on veut que nos enfants ils aient confiance dans les réactions de leur corps. S'ils ne se sentent pas bien, d'accord ? S'ils ne se sentent pas bien, s'il y a une situation qui les met mal à l'aise, peu importe qu'elle soit, il faut qu'ils aient leur dire tu as le droit de dire non, d'accord ? Si quelqu'un te propose quelque chose ou tu n'es pas d'accord avec, tu sais très bien nous dire non hein, quand tu ne veux pas mettre tes chaussures parce que ça ne te fait pas plaisir. Mais si par exemple dans une situation au parc ou à l'école ou même chez les grands-parents ou au centre de loisirs ou en colo et que tu sens que tu es mal à l'aise et que ça ne va pas, tu dis non, tu t'en vas et tu vas en parler à un adulte. D'accord ? Donc dire non, s'en aller et aller en parler à un adulte de confiance. OK ? Et ça va de copains qui sont pas sympas avec moi à effectivement à une personne qui pourrait abuser de votre enfant. OK ? Mais en fait, on veut lui apprendre à ses réflexes, même dans des situations, on va dire, qui sont pas extrêmes. OK ? Qui s'autorisent. Parce que pour pouvoir réagir dans des situations extrêmes, il faut déjà s'être autorisé à avoir ce type de réaction dans des situations, on va dire, de la vie courante. OK ? Donc oui, effectivement, on n'est pas amis avec tout le monde. Tout le monde, il n'est pas beau, il n'est pas gentil. Et il y a des personnes qui sont malveillantes. Et ça, nous les adultes, on est là pour le protéger. Et s'il y a quelqu'un et l'évoquer, d'accord ? J'ai souvent cette question, elle n'est pas ressortie, mais mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'après, ils aient peur de tout le monde, les enfants ? Quand vous leur dites, il faut faire attention pour traverser parce que tu risques de te faire écraser par une voiture. Ça n'a jamais créé de traumatisme chez un enfant de traverser. Ça lui a appris la sécurité. Que oui, on doit regarder si le petit bonhomme il est rouge, il est vert, on regarde, etc. Mais je ne connais pas des enfants qui se sont dit phobie de la traversée, du passage piéton. D'accord ? Prévenir son enfant que oui, il y a des personnes qui peuvent mal se comporter, ça lui permet de savoir comment réagir. OK ? Maintenant, plus précisément, il y a des personnes qui peuvent être malveillantes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Effectivement, elles peuvent porter atteinte à ton corps. Et ton corps, il t'appartient. Donc, les notions qu'on veut dire, c'est que ton corps, il t'appartient. Tu as le droit de dire non. Et il y a des règles que même si peut-être tu serais d'accord, et bien en fait, tous les adultes connaissent ces règles et sont obligés de les respecter. Et même entre enfants, vous devez les respecter. Personne ne doit te demander que tu lui montres tes parties intimes. D'accord ? Personne n'a à te demander de regarder ses parties intimes. Personne n'a à te demander si lui, il peut te toucher ou elle peut te toucher ses parties intimes ou que tu touches ses parties intimes. D'accord ? Les parties intimes sont des endroits privés et kadosh qu'on ne montre que dans des moments spéciaux. Quand on est chez le médecin et qu'il y a un problème à ce niveau-là et que le médecin a demandé l'autorisation avant. Quand on est aux toilettes on est seul. Et quand on prend sa douche on est seul. Alors, il y en a, quand ils sont petits, il y a encore maman, il y a encore papa, d'accord ? Mais progressivement, le but, c'est de prendre sa douche seul. OK ? Et à ce sujet-là, à partir de 6 ans, c'est bien que l'enfant s'habitue à prendre sa douche seul, même à un moment où, par exemple, si même vous l'aidez à se laver les cheveux, etc., au moment où il se lave les parties intimes, vous dites je sors, je te lave les parties intimes et je reviens. OK ? Parce qu'il faut qu'il comprenne progressivement que, oui, son corps à lui, il est privé et que
et que même vous, sa maman, progressivement, eh ben, vous vous détachez de l'intimité de son corps. Ensuite, on va passer sur des questions un peu plus, on va dire, précises. Et donc, tout simplement, je ne vais pas pouvoir y répondre dans son entièreté. Mais j'ai eu une question très circonstanciée, qui est: mon ex-mari a attouché mon fils lorsqu'il avait 14 ans. Comment en parler avec lui? Alors, je reviens au tout début. Moi, quand je vois cette question, je me dis, en fait, déjà, ce n'est pas une question d'un enfant. Hein. Le sujet d'aujourd'hui, c'était comment répondre aux questions de nos enfants. Là, pour l'instant, ce n'est pas la question d'un enfant, c'est comment moi, j'en parle avec lui. OK? Il faut comprendre que est-ce que en parler avec lui, c'est un besoin que vous avez, vous, de parler de ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, c'est important que vous ayez un suivi psychologique, indéniablement, d'accord? En tant que mère d'un enfant qui a été agressé, on a souvent besoin d'un suivi psychologique, nous aussi. Évidemment, votre enfant a aussi besoin d'un suivi psychologique. On ne peut pas passer outre quand on a subi des agressions sexuelles, d'accord? Que ce soit son père ou pas son père, mais encore plus quand c'est son père. Maintenant, effectivement, il faut savoir en parler avec lui. Alors, pour ça, vous allez lui dire que s'il a des questions, vous êtes là il a envie d'en parler, vous êtes là pour en parler avec lui. En revanche, il faut que ça vienne de lui, d'accord? C'est pas vous qui allez en parler, qui allez dire bon, tiens, on va parler de ça aujourd'hui, ok? Ça reste quand même son vécu à lui, et ce qui s'est passé, il n'est pas obligé de le partager avec vous. Je ne sais plus, je ne vois plus Yardena. Bon, j'espère que tout le monde m'entend. Ah, Si c'est là. Pas de problème. Et qu'est-ce que je disais? C'est très important que votre enfant ne soit pas dans votre tête l'enfant agressé par son père, d'accord? Ça ne doit pas le définir, ok? Tout ne doit pas tourner qu'autour de ça. Et c'est extrêmement important dans la manière dont vous allez élaborer la communication autour de ce sujet, de lui enlever toute responsabilité sur ce qui s'est passé. D'accord? Ça, c'est primordial. Alors, maintenant, effectivement, comment en parler avec lui? Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord? Vous comprenez bien que c'est... mais dans ce cadre-là, il faut que ça vienne de lui. Il faut qu'il soit autre chose qu'un enfant agressé. Et toujours, quelle que soit la discussion, que vous lui retiriez toute responsabilité. Et surtout, quand je dis faut que ça vienne de lui, vous n'êtes pas là pour faire une enquête policière. D'accord? Et là, je vais enchaîner très rapidement, mais je pense que vous avez déjà eu des interventions sur comment j'ai le mot qui m'échappe. Comment, quand une personne vient se confier à vous suite à une agression, comment avoir une réponse adaptée vis-à-vis de ça. Donc, je reviens très rapidement. Si tu veux, tu veux que je partage l'écran? Je peux partager l'écran ou pas? Bien sûr, tu peux partager l'écran. Ok, alors je vais partager l'écran. C'est celui-là. Share. Ce sera plus simple pour tout le monde. Ok. Je vais le mettre en grand écran aussi. Oups. Alors, donc, toujours cette fameuse phrase qu'il faut bien retenir quand un enfant vient vous parler, un enfant ou même un adulte, ça marche pour un adulte aussi. C'est bien que tu le partages avec moi, tu as bien fait de venir me le dire. Ok? Après l'avoir rassuré qu'il est dans un endroit sûr où vous lui dites plusieurs choses quand vous lui dites ça. Vous lui dites déjà,
bravo et je te crois. D'accord? Même si vous ne l'avez pas forcément dit, je te crois, c'est ça que vous lui dégagez quand vous dites c'est bien que tu me l'aies dit. Ensuite, que veux-tu me raconter? Ça veut dire que ce n'est pas une enquête de police. Ce n'était pas à quelle heure, il portait quoi, il s'appelle comment, ou elle, ça peut être aussi une femme malheureusement. D'accord? C'est qu'est-ce que tu veux me raconter? L'idée, c'est que l'enfant, hein, puisqu'on travaille surtout avec l'enfant, mais c'est pareil si c'est un adulte, l'enfant, l'adulte puisse se libérer de ce qu'il a envie de se libérer. Et ensuite, on va vouloir, si ce n'est pas sorti au niveau des émotions, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu te sens maintenant? D'accord? Et là, on veut qu'il libère les sentiments. J'ai eu peur, je me suis sentie sale, ça m'a dégoûtée. Et tout, on laisse tout sortir. Il peut aussi y avoir, si on est sur de l'inceste, malheureusement, donc ça veut dire des choses interfamiliales, il peut y avoir des enfants qui vous disent bah, « moi, j'ai été content de faire plaisir à la personne de la famille. » D'accord? Là, peu importe la réponse vis-à-vis de ce que l'enfant a ressenti, on va dire « écoute, je comprends ». Par contre, si on est sur quelque chose comme je suis content d'avoir fait plaisir », on va dire « je comprends, mais c'est pas normal. » OK? Et là, ça va être la quatrième étape. Je suis là, je t'entends. Et ce qui s'est passé, c'est pas normal. Tu as bien fait de me le dire parce que c'est absolument, c'est interdit ce qui s'est passé. Et on arrive à la cinquième étape qui est, on va dire, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Alors évidemment, c'est en fonction de l'âge, d'accord? On va proposer quelque chose, ça va être soit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Par exemple, si c'est une personne majeure, on ne peut pas la forcer à porter plainte, on ne peut pas la forcer à faire une chose. Par contre, si c'est une personne mineure, on a une obligation légale, d'accord, d'apporter du secours à une victime quand on est comme ça d'agression sexuelle. OK? Et donc, par contre, on peut lui laisser le choix. OK, tu veux boire un verre d'eau ou tu veux aller te reposer? D'accord, mais on va lui redonner la possibilité d'avoir un choix quelque part. OK, c'est important de lui redonner du pouvoir à un moment parce qu'il vient de nous couper quelque chose où là, il n'y en avait pas. D'accord? En tout cas, dans les obligations, et ça, c'est extrêmement important de le savoir, un enfant qui se confie à vous en tant qu'adulte, suite à des agressions sexuelles, vous avez le devoir de lui apporter du secours. Si vous ne savez pas quoi faire, parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui de tout expliquer, il y a un numéro, c'est le 119, OK? C'est pour le numéro de Enfance en danger. Et sinon, bah, vous avez toujours le site de Lève ta voix, justement, avec le Rav Lemel qui accompagne les victimes d'agressions sexuelles, donc pour les enfants victimes d'agressions sexuelles. OK? C'est des choses qui arrivent beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. C'est, entre guillemets, banal, mais pas à banaliser. Ça veut dire que c'est très fréquent. On parle d'un enfant sur 10, d'accord? Mais ce n'est pas à banaliser. Et le seul moyen d'éradiquer ça, c'est de ne rien laisser passer, d'accord? Je pense que je l'aurais dit au moins 30 fois, c'est une conférence en soi, mais de comment on accompagne ces enfants, comment on accompagne aussi des familles qui vivent des drames comme ça. Mais sachez que voilà, on s'en sort quand on ne reste pas dans le déni. On s'en sort quand justement on brise des tabous. D'accord? Si on essaye de camoufler les affaires, si on est dans une optique, mais si les gens savent si on porte plainte, on va savoir qu'il a été agressé, comment il va se marier plus tard. On est dans des considérations, je vous le dis parce que je les ai entendues, ces considérations, et dans des considérations qui sont complètement décalées vis-à-vis du besoin de l'enfant, qui est d'être pris en main et d'être protégé. D'accord? C'est un droit
de l'enfant, ça fait partie des droits de l'enfant, d'être en sécurité. Et les agressions sexuelles, c'est une des pires entraves qu'on peut avoir au niveau des humains, mais encore plus des enfants. J'enchaîne sur la dernière question qui est: j'ai surpris mon enfant sur un site pornographique, que faire? Désolée, hein, j'enchaîne un peu du coq à l'âne, mais l'heure avance. Alors, la réponse, ça va être un peu le corollaire, d'accord, de l'enfant qui a été agressé. Là, c'est un schéma d'une réponse pour un enfant agresseur, mais ça marche aussi pour un enfant qui a fait, voilà, il faut savoir qu'un mineur qui consulte un site pornographique, c'est interdit, d'accord, par la loi, mais sans besoin que ce soit interdit, c'est extrêmement problématique. Pour sa construction, la construction de son image de la sexualité et notamment de l'image de la femme quand c'est un homme. Déjà, on va féliciter les circonstances et dire: OK, sache que voilà, je sais que tu as été sur un site pornographique et c'est bien que je le sache. C'est bien que je le sache parce que c'est un problème. Et c'est un problème parce que, 1, c'est illégal. 2, c'est pour ton développement à toi. Ces images, elles sont extrêmement violentes et elles sont pas bonnes pour ton développement. De la même manière que ça vous viendrait pas à l'idée de laisser votre enfant aller faire un parc d'attractions alors qu'il n'a pas la taille nécessaire au niveau physique pour rentrer dans certaines attractions, de la même manière, son cerveau, il n'est pas construit pour absorber ces images de manière saine. Et je ne sais même pas si les adultes ont fait pour absorber ces images de manière saine. En tout cas, il faut savoir que les enfants sont encore plus susceptibles de développer une addiction à la pornographie parce que, eh bien, déjà, les sites pornographiques sont étudiés pour devenir addictifs. Et puis, le cerveau de l'enfant est tellement, en fait, subjugué par ces images que, eh bien, en fait, il en redemande. D'accord? Donc, c'est bien qu'on le sache parce que tu as dépassé une limite, c'est pas normal ce qui se passe et on va se faire accompagner. Ça ne peut pas être résolu tout seul. D'accord? Et là, quand un enfant consomme de la pornographie, il faut vous faire accompagner par un psychologue, par un thérapeute. Ça ne peut pas se résoudre tout seul. OK? Maintenant, c'est important de ne pas seulement dire on va prendre conseil. OK? Je veux savoir comment ça se fait que tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne te juge pas. OK? Si vous vous en êtes rendu compte et que ça vous a mis en colère, vous mettez votre colère de côté et là, vous êtes là pour l'écouter. Comment tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui se passe pour que tu veuilles voir ça? J'ai besoin de te comprendre. OK? Je me posais des questions, les copains, peu importe ce qu'il dit. OK, j'entends. OK, je comprends. Maintenant, on va trouver une solution pour que ça ne se reproduise plus. D'accord? On va sécuriser Internet à la maison. On va prendre conseil parce que peut-être que ça veut dire, et c'est le cas pour même des adultes, ne plus avoir de téléphone avec Internet. D'accord? Il y a des adultes qui sont en désintoxication de pornographie et qui sont obligés de pendant un certain temps, en tout cas, voire certains pour le restant de leur vie, à ne plus avoir de smartphone parce que la tentation est trop grande. OK? J'ai terminé avec les questions qui sont arrivées jusqu'à moi. OK, je vais stop share. Hop. Oups. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, surtout qu'il est assez tard. Mais si vous voulez, si je dois résumer, c'est vraiment ce que j'ai dit au début au niveau théorique. Je réponds à la question de l'enfant. OK? Et ce qui me pose question à moi, il faut que je l'ai résolu avant. Donc, ça demande du travail sur soi au niveau parfois psychologique ou émotionnel.
Ça demande aussi des connaissances. On ne connaît pas tout sur tout. Il y a des fois, il va falloir se renseigner, il va falloir prendre un bouquin, il va falloir regarder sur Internet, il va falloir vraiment, de la même manière que voilà, si votre enfant vous pose des questions sur Internet, ça, ok, c'est pas tabou, mais vous savez pas, d'accord? Vous savez pas comment ça fonctionne Internet, il faut se renseigner. Et on fait du goutte à goutte. On répond petit à petit aux questions et on vérifie où en est mon enfant. Et même avant ça, on a vérifié comment il en est arrivé à cette question. Qu'est-ce qu'il sait déjà dans les réponses? Et voilà, et après, on fait du goutte à goutte. Et après, vraiment, il faut aussi, moi, vous savez, quand j'interviens, on m'a demandé aussi est-ce que j'intervenais dans les écoles. Ça a été aussi une des questions. Oui, j'interviens dans les écoles. Et vous savez, à chaque fois que je rentre dans une classe, moi, je n'ai pas un enfant, j'ai 18, 20, 25. À chaque fois, je me dis, Hachem, fasse que sortent de ma bouche les bons mots qui doivent arriver dans les bonnes oreilles. On est obligé de faire du chitouf peoula, du partenariat avec Hachem sur ces sujets-là. Et ouais, une fila avant d'aborder ces sujets-là, de se dire voilà que j'arrive à comprendre les questions de mon enfant, que j'arrive à lui apporter les réponses qui sont bonnes pour lui. Parce qu'avec chaque enfant, c'est différent. Comme je vous dis, il y a l'enfant qui va être plus dans l'émotif, plus dans le rationnel. Et toutes les réponses ne sont pas bonnes à donner en public, surtout sur les sujets d'intimité. On n'a pas évoqué les sujets de drogue et d'alcool parce que on est sur des enfants de 3 à 10 ans, d'accord? Donc, c'est normal. Mais si l'occasion s'en prête, je pourrais aussi évoquer toutes ces questions. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Yardena, est-ce que tu veux qu'on laisse d'autres questions? Tout d'abord, j'aimerais vraiment te féliciter. Plus de 2 heures, presque 2 heures de conférence, d'un professionnalisme, d'une clarté, d'une aisance. Tu nous as offert ce soir sur un plateau d'argent des études que tu as faites, des formations. Tu nous as vraiment offert un cadeau, des vraies clés claires, comment nous, parents, on va pouvoir aborder ces questions avec nos enfants. Je suis encore, et j'ai reçu plein de messages, je te les ai transférés pour te Merci. féliciter, que tu as été passionnante, tu as été merveilleuse. Et voilà, alors je vous transmets ces coordonnées. N'hésitez pas à rentrer via le lien WhatsApp que je vous ai envoyé. Et je te dis merci, 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 Camille, pour ce cadeau que tu nous as offert. 2 heures de conférence où vraiment tu nous as tellement dit, voilà, tu nous as tout dit. Voilà, merci infiniment pour cette merveilleuse conférence avec beaucoup de clarté. Je vais te transférer tous ces messages. Voilà, Ok, un immense merci. merci parce que Et vraiment, c'était et d'un si vous, magnifique. et si vous voulez, j'ai une newsletter. Alors, Ah en oui, ce moment, oui, tirer de la Torah, c'est pour ça. Moi, je me suis spécialisée pour. Moi, on me dit, mais tu veux pas faire pour les autres aussi? Je dis non, 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 ça m'intéresse pas. Moi, je veux pour la communauté juive, justement parce que je pense que c'est un cadeau qu'Hachem il m'a donné que j'ai de l'aisance pour parler de ces sujets-là, et je veux le garder pour nous, où justement pas tout le monde a cette aisance. Donc, c'est important pour moi. Je réponds à quelqu'un qui a dit merci d'avoir apporté les sources de Torah. Et je voulais vous dire aussi, une fois par mois, mais en vrai, même en ce moment, j'ai un peu oublié, j'envoie une newsletter où justement j'écris soit des articles, soit comment on dit, ou alors par exemple, justement, c'est là où j'ai parlé que je faisais cette conférence. Donc, si vous voulez, attendez, je vais vous partager le lien si tu m'autorises, Yardena. avec plaisir, Camille. Alors, en fait, je vais faire, on va dire, attends, voilà. Je vais vous, alors, forcément, ça marche pas quand je veux y aller. Envoie-moi le lien, je le transfère tout de suite, Camille. Envoie-le-moi par WhatsApp. Ah, ok. D'accord, je vais l'envoyer par WhatsApp, mais alors, attends, là, c'est le lien pour s'inscrire à la newsletter, mais ce que je vais t'envoyer par WhatsApp, c'est un peu tous les liens parce que j'ai une newsletter qui est pour les parents, mais j'ai aussi un truc qui est plus pour les jeunes filles, etc. Et donc, j'ai un lien où ça regroupe tous les liens. Donc, ça, je t'enverrai par D'accord. WhatsApp.
Il n'y a pas de souci. On m'a demandé tes coordonnées. Est-ce que je peux transmettre ton portable? Ouais, je vais le marquer ici. D'accord. Ah oui, d'accord, j'ai écrit en... J'ai 3 claviers sur mon ordinateur et forcément, ça écrit sur le mauvais. Hop, et donc c'est Camille, Sarah. Voilà. Hop. Et donc, je vais trouver le... Alors, Si Yardena... tu veux, je leur transfère. Attends, j'ai pas, ça a bugué. Transfère-le-moi par WhatsApp, je leur envoie tout de suite. Attends, j'ai envoyé en message privé, je crois. Ah oui, il y a quelqu'un qui Alors, a... c'est pas grave. Transfère-le-moi par WhatsApp, je te l'envoie tout Ok, de suite. d'accord. Non, donne-le-moi, je le mets tout de suite sur la chat. Attends, parce que mon WhatsApp, il est... Oui, c'est bon, non, mais c'est bon, j'ai refait sur Everyone, et c'est bon. Voilà, super. Quelqu'un m'a écrit en privé, du coup, ça a répondu direct en privé. Pardon. Hop. Et merci encore, Camille. Merci à toutes d'avoir participé ce soir, d'avoir été fidèles jusqu'à 23h. Et voilà, vous avez les coordonnées de cette merveilleuse Camille. Vraiment, merci infiniment, Camille. Ça a été d'une magnifique. Bessimra, comme j'ai dit, voilà, j'ai repris exactement les questions que j'ai reçues. Donc, j'espère que les filles qui, que ce soit maintenant ou après en replay, elles ont pu avoir les réponses. Et je pense que c'était assez représentatif de toutes les questions que chacune se posait. Et Béat Slacha dans notre mission de maman, d'éducatrice, de peu importe ce que vous faites dans la vie. Et sachez voilà, que c'est des sujets qui ont des réponses dans la Torah, mais qui aussi au niveau scientifique, il y a des notions qui n'existaient pas, il y a des connaissances au niveau de l'enfance qu'on n'avait pas avant. Et souvent, quand je fais ces conférences, on me parle, oh, mes parents, oui, mais nos parents, ils n'avaient pas, il n'y avait pas cette conscience de tous ces sujets-là, il n'y avait pas les connaissances qu'on a du développement de l'enfant. D'accord? Donc, il faut vraiment faire le deuil de ce qu'on n'a pas reçu de nos parents, mais qu'on peut s'offrir nous grâce, entre autres, à Yardena qui vous offre sur un plateau d'or, toi, toutes les conférences qu'elle nous met à disposition et que oui, c'est nous, on a un rôle encore plus complexe parce que nous, maintenant, on n'a plus l'excuse qu'il n'y avait pas les connaissances. Nous, on les a et maintenant, il faut qu'on fasse avec. Exactement, exactement. Voilà, je te transfère encore des très beaux messages. Écoutez, merci. Alors, Yardena, Donc, merci à toutes et à très bientôt. Amen, amen. Que des bonnes nouvelles. Merci encore, Camille. Ça a été génial. Au revoir. Allez.